Allez, il est 20h, attention. Ah oui, il est 20h pile, C'est vas-y. pareil. Donc là, je vais tout admettre, les vingtaines de personnes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vous laisse vous installer. Il y a des places devant, il y a des places derrière. Donc, on attend une cinquantaine de personnes ce soir, donc on va les laisser arriver. Waouh. Là, vous êtes déjà nombreux. Ça va. Là, voilà, on est déjà une trentaine, ça va très très vite. Vite, ouais. Vous êtes tous à l'heure. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Marielle. Oui. Salut Flore. Ah, salut Pierre. Non, je suis un code 08, je sais pas combien. 119 90, je sais pas pourquoi. Salut Flore. Salut Flore. Salut Flore. Elle est cachée. Coucou. Salut. Bon, bah écoutez, on est déjà 30, alors je crois je vais enchaîner parce que je ne veux pas vous faire attendre comme ça dans le vide sidéral. Donc, bienvenue à tous et à toutes à l'atelier Faire Montrer. Qu'est-ce que c'est l'atelier Faire Montrer? C'est tout récent. C'est sorti du chapeau au début de cette année. Un peu désespéré de ne pas pouvoir vous retrouver, de rencontrer des gens passionnés de photos comme nous tous. Et voilà, je me suis dit, j'expérimente par ailleurs dans l'enseignement de la photographie ce mode de fonctionnement, le Zoom, et je me suis dit finalement, c'est pas si mal par les temps qui courent. En attendant que ça s'améliore, on fera aussi ces mêmes rencontres en vrai, en chair et en os. Mais pourquoi pas les coupler pourquoi pas coupler le vrai monde et puis le monde d'Internet, on verra. Donc, alors, pendant que je parle, je gère aussi les admissions, alors c'est pour ça que je m'embrouille un peu, mais, donc vous m'excuserez. Je débute dans ce genre de choses. Alors, donc, l'atelier Faire Montrer, entre autres choses, veut organiser des conférences chaque dernier vendredi du mois. J'essaierai de tenir ce rythme-là. Et quand on pourra à nouveau se retrouver en vrai, eh bien, j'organiserai aussi des ateliers, alors avec un nombre évidemment plus réduit, qui sera dirigé par le ou la photographe invité. Tu peux me passer ma cigarette? Le mois dernier, on a eu Rodrigo Gomez Rovira. Aujourd'hui, on va recevoir Flora Elsurin. Avant de lui laisser la parole, alors je vous explique un peu comment ça fonctionne. Déjà, on essaie de couper les micros. Je sais que moi, je dois pouvoir le faire, mais bon, je ne suis pas très bon encore. Tu as déjà pas mal de trucs à gérer. Les gens, ouais, là, j'ai mon cerveau qui commence à fumer. Tu veux que par là? Moi, j'ai pas accepté la vidéo. Si vous pouvez, tous pour l'instant, couper vos micros. Donc là, ça fera bien. Ta plateforme paramètres. Ouais, énorme. Parce que sinon, voilà, ça y est, j'ai trouvé celui. Donc, alors, Flora, elle va parler. Ensuite, on lui posera plein de questions. Et à ce moment-là, alors, comme vous êtes nombreux, soit vous faites une petite main comme ça devant votre caméra, si vous êtes branché, soit ma fille m'a expliqué que quelque part, on pouvait mettre une petite main artificielle, vous pouvez faire ça, ou déposer une question sur le chat. Et je me ferai un plaisir de vous donner la parole pour échanger avec Floraël. Sachez que j'enregistre le Zoom. Ça veut dire que si vous avez dit à vos meilleurs potes que vous ne pouvez pas venir à leur apéro parce que vous étiez souffrant, alors c'est le moment de soit éteindre votre caméra, soit de mettre une fausse moustache, ou enfin bref, vous voyez.
Donc voilà, si vous voulez pas apparaître, il faut vous cacher. Sinon, vous serez ensuite sur YouTube. On a eu pas mal de vues pour celle de Rodrigo Gomez. Donc pour quelqu'un qui ne peut pas venir. voilà. Donc, ce La soir, vidéo là. on reçoit Floraël Surin Je vais pas. du collectif Tendance Floue, que pour certains vous connaissez. Floraël, elle a rejoint le collectif en 2004, si je ne me trompe pas. Tu me diras, Floraël, si je dis des bêtises. C'est bon. Et tu as participé à toutes les aventures de ce collectif de fous, à partir du projet, par exemple, Made in China, jusqu'au plus récent Azimut, qui donne à chaque fois lieu à des réalisations, à des éditions, des publications. Tu as aussi participé à Korea On Off. Enfin bref, il y a beaucoup de choses auxquelles je pense à tous les projets que vous avez menés depuis. Toi, je sais qu'une de tes premières grandes séries, ça a été celle sur les enfants de la rue de Bucarest, qui déjà, on y reviendra, vivaient sous la terre de la ville. Tu as un rapport particulier avec le réel, il me semble, c'est-à-dire que tu fais des documentaires, mais avec un traitement très particulier en images. Pour moi, c'est des images qui sont transpercées par la lumière très souvent. Il y a la lumière qui afflue comme ça dans tes cadres. Et il y a les couleurs, les couleurs qui explosent, les couleurs qui expriment toute leur puissance. Et je sais que j'ai pu lire à droite à gauche ton attirance pour le pouvoir des couleurs. On va voir comment tu l'as utilisé dans la réalisation qu'on présente ce soir. Voilà, tu es passionné de ces couleurs et avant de passer au numérique, évidemment, comme beaucoup, tu étais au négatif, tu faisais des traitements croisés. Déjà, tu avais une façon d'aborder la couleur très, très particulière et ça, on va le retrouver dans ton travail actuel. Alors, je vais essayer de couper le micro. Je vais activer la vidéo. Voilà, c'est et donc, voilà, le livre que l'on présente ce soir de Floraël, c'est celui-ci, elle va nous le présenter à son tour, qui s'appelle Chaman Lumière. Moi, ça m'a frappé dès le départ parce que Chaman Lumière, finalement, ça résume tout son travail. Ça rallie son expérience du chamanisme et son expérience photographique, puisque, photographie, comme vous le savez, ça veut dire écrire avec la lumière. Donc, on retrouve ce mot-là dans le titre. Et il se trouve qu'il me semble, mais ça c'est Floraël qui va nous le dire, les chamans, ils guident bien aussi la lumière, le monde invisible et le monde que Floraël essaie aussi de capter avec son appareil photo. Et donc c'est un travail de l'intérieur, c'est pas du tout un documentaire objectif sur le chamanisme, c'est vraiment une expérience vécue. Et donc voilà, je vais laisser parole à Floraël Surin. Bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Nous en sommes tous honorés. Et je vais te laisser la parole. Voilà. Bon ben, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est vraiment chouette. Merci beaucoup. Puis, c'est super le projet que tu as lancé, là, qui est sorti du chapeau. Là. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Découvrir les livres, photos, c'est super. Oui, alors juste, je revenais juste sur ce que tu as dit là, par rapport aux enfants des rues de Bucarest. Ça, c'était un de mes premiers reportages. Et c'est vrai que ces éclats de lumière, en fait, c'était des coups de flash en fait, que j'envoyais avec des pauses longues. Donc, effectivement, la lumière, elle venait brûler un peu ces scènes de vie d'enfants qui vivaient dans les égouts de Bucarest. Et ça, c'est mon premier reportage, c'était en fin 90. Donc, je sortais de l'école de photo et puis et les couleurs comme ça, saturées, voilà, c'était vraiment le traitement croisé. Et pour moi, effectivement, la couleur, il y avait un truc, j'avais lu un livre de Joanne Hittens qui parlait du pouvoir de la couleur sur les émotions, les ressentis, à quel point la couleur, ça parlait vraiment à nos émotions en fait, et que ça traduisait littéralement des choses que les gens pouvaient capter juste en regardant les couleurs. Donc voilà, ça c'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué et touché. Et du coup après c'est resté beaucoup dans mon travail photo. Et donc ça c'était toute la partie argentique, mais après quand je suis passée
Au numérique, ça a continué, la couleur est restée. Elle est pas partie. Mais en tout cas, j'explique un tout petit peu mon parcours parce que en fait, les chamans, ça vient à la suite d'un fil directeur que je suis depuis en fait le début, vraiment le tout début de mon travail. C'est les acteurs de paix. Et les acteurs de paix, c'est quelque chose que j'ai rencontré avec un premier voyage en Israël-Palestine, où j'avais été grâce à une amie qui voulait justement faire une action de paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Et donc, elle m'avait invitée à participer. Et puis, j'ai vu des femmes. J'étais en Hébron, une ville dévastée. Et puis, tout à coup, j'ai vu une manifestation de femmes arriver au bout de la rue qui disaient aux soldats de poser leurs armes et tout ça. Et à partir de là, ce voyage a été très initiatique pour moi parce que ça a été vraiment là où j'ai réalisé que le chemin, c'était vraiment de parler des acteurs de paix, de faire grandir cette énergie par les deux en photographiant, quoi, parce que ça, c'était mon médium. Et voilà, je voulais vraiment poser ça comme intention de faire grandir la paix en parlant et en la photographiant et en m'intéressant à tous les gens qui portent la paix de plein de façons différentes. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans en faisant beaucoup de reportages, des manifs, un peu dans tous les sens. Je suis allée suivre les Tibétains, suivre les déserteurs de la guerre d'Irak au Canada. Je suis allée voir les Boliviens qui marchaient pour la nouvelle constitution d'Evo Morales. Je suis allée faire un tour avec des femmes à vélo à travers le Moyen-Orient. Enfin voilà, c'était plein de gens que j'étais allée voir comme ça et, pour porter avec la photo leur message. Et après, un jour, j'ai rencontré le chamanisme en 2010. Et en fait, assez vite, je me suis rendu compte que c'était aussi, bien sûr, des acteurs de paix en puissance. J'ai d'abord vécu une expérience chamanique très forte en 2010. Et juste après, j'étais allée au Québec. Et là-bas, on m'a parlé d'un homme qui s'appelle William Commanda, qui est un vieil algonquin qui portait une prophétie, la prophétie du cercle des nations. Et c'était cette idée de rassembler les dirigeants, les hommes médecine et les porteurs de tradition à travers tous les peuples amérindiens et de les réunir dans quelque chose autour de la paix. Ça s'appelait vraiment le cercle des nations. Et ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais ça m'intéresse. J'aimerais bien en faire un sujet, quoi. Et ça, donc, c'était vers 2010. Donc, excuse-moi, ton impulsion, au départ, elle est celle de la photographe? Non, au départ, c'est d'abord l'expérience chamanique que je vais rencontrer avec un copain qui me dit j'ai entendu, je suis allée écouter du tambour, je suis rentrée en transe. Je lui dis ah bon ça. Et du coup, je suis allée faire un soin avec un chaman à Paris. Et en plus, là, je reviens un peu en arrière, mais ce qui était incroyable sur cette rencontre avec ce premier chaman, c'est que quand je suis arrivée chez lui, je me suis rendu compte que j'avais rencontré 7 ans avant sur le Salon des initiatives de paix, où j'étais allée justement chercher des sujets, des rencontres, pour continuer mes sujets sur les acteurs de paix. Et quand je suis arrivée chez lui, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais je te connais, en fait, on s'est déjà vu. On s'est déjà vu. Et voilà, 7 ans après, je retombe sur ce personnage qui avait pris son rôle de chaman depuis peu. En fait, je l'ai retrouvé au moment où il prenait son rôle de chaman. Donc, vraiment, la vie a dessiné le truc d'une façon parfaite, comme elle sait bien faire. Oui, c'est ça. Tu parlais dans ton livre de signes concordants, à chaque fois de coïncidences étranges qui vraiment te dirigeaient vers cette expérience-là, quoi. Oui, voilà, c'est comme si tout se mettait en place d'une façon absolument parfaite, mais je pense que si on est attentif, on se rend compte qu'on est un peu tous comme ça. Enfin, on a tous des signes qui nous emmènent sur notre chemin de vie. Et voilà, donc ce chaman que je rencontre, donc je vais faire cette première expérience de soins avec lui qui va durer 5 heures, donc c'était assez intense. Et après, juste après, je pars au Québec et là, j'entends parler du Cercle des Nations et je me dis, je devrais en faire un sujet photo.
Sauf que ça reste dans un petit coin de ma tête et qu'à ce moment-là, j'étais pas encore, j'avais pas encore réalisé que j'allais faire vraiment un travail sur les chamans. J'avais pas du tout réalisé ça. C'est juste que, effectivement, en allant dans les cérémonies chamaniques, parce que du coup, j'y suis allée avec le même chaman que dans mon livre, j'appelle Anjuman, parce que voilà, je voulais pas donner son nom, mais et parce qu'il a arrêté en fait depuis. Mais voilà, là, dans le livre, je l'appelle Anjuman. Donc pendant 2 ans, je suis allée à des cérémonies chamaniques avec lui assez intensivement, parce que j'y allais tous les mois. Et en fait, j'avais très envie de faire de la photo, quoi. J'avais envie de photographier, mais en même temps, je vivais tellement des choses de l'intérieur que c'était pas tout de suite, quoi. Je pouvais pas faire mes photos tout de suite. Je savais qu'il fallait que je prenne d'abord le temps de rencontrer le chamanisme. Et puis après, il y a eu un premier sujet qui a commencé à émerger, et qui était le sujet sur les animaux totems, en fait. Parce que quand vous rencontrez le chamanisme, en fait, un des premiers rituels, c'est de rencontrer son animal de pouvoir, son animal allié. Bon, après, si vous avez des questions dessus, je vous répondrai plus tard. Mais en tout cas, c'est un des premiers trucs, c'est tu vas aller voir ton animal totem, ton animal de pouvoir. Et donc, j'ai eu une expérience d'ailleurs par rapport à ça très forte tout au début, moi, une rencontre vraiment avec un animal. C'est vraiment un animal allié qui va m'accompagner toute ma vie, a priori. Et moi, du coup, à un moment, je me suis dit, je vais le traduire en images. Et là, j'ai commencé à faire des autoportraits dans la nature, où je me mettais en scène nue dans la nature. En fait, c'était vraiment un retour dans la nature, me mettre au contact des éléments nus. Ça faisait partie un peu de cette initiation chamanique aussi. Enfin, il y avait vraiment quelque chose. C'était vraiment, je sais pas, c'était comme un rituel. Et après, de faire les montages avec les différents animaux, parce que du coup, j'ai pris plein d'animaux et j'ai fait ces montages. Et en fait, le travail que je faisais sur Photoshop, c'était vraiment comme si je faisais aussi un rituel. À chaque fois que je faisais un montage, c'est comme si je prenais un peu de l'énergie de chaque animal. Et c'était une période où j'étais pas bien. Et je me souviens que ça m'avait fait un bien incroyable, quoi. C'était vraiment assez étonnant et étrange. Et pas du tout, enfin, je veux dire, je m'y attendais pas du tout. Et voilà, et en fait, ces montages, forcément, dans la nature, bon, je prenais différentes poses en pensant plus ou moins avec certains animaux, avec certains animaux. J'imaginais, bon, alors là, peut-être que c'est l'aigle, là, peut-être que c'est la biche, là, peut-être que c'est la chouette. Voilà, je pensais un petit peu, mais tout n'était pas arrêté du tout, quoi. Et voilà, donc ça, c'était ma première réalisation concrète pour essayer de traduire ce que je vivais dans ces expériences-là. Et puis après, il y a un moment où j'ai rencontré, pour faire un peu le déroulé sur comment j'ai rencontré les chamans. Après, c'est à part cette première figure qui m'a accompagnée, après j'ai rencontré le cercle de sagesse des traditions ancestrales qui a lieu en France, en fait, qui est un festival qui a lieu en France et qui a lieu depuis 10 ans ou un peu plus, et où ils invitent des chamans de tous les pays, en fait. Donc chaque année, il y a un groupe de chamans qui est un peu toujours le même, mais il y a toujours des nouveaux, en fait, et vraiment, ils essayent d'avoir des chamans de plein de traditions différentes. Et quand j'ai rencontré ça, et en fait, quand j'y suis allée pour la première fois, il y avait le portrait de William Commanda, là, cet Indien, cet Algonquin dont je vous ai parlé au début. En fait, il y avait son portrait en énorme dans la salle quand je suis arrivée. Et je me suis dit, mais ah oui, alors d'accord, le cercle des nations, le cercle de sagesse des traditions ancestrales, ça y est, ça fusionnait. Et voilà, en fait, il était là et je me disais, ah ok. Et le directeur du festival m'a expliqué que c'est en allant rencontrer William Commanda qu'il avait eu ce rêve de faire la même chose, de faire le cercle des nations avec les chamans du monde entier pour qu'ils partagent leur médecine, leurs connaissances et offrir leurs connaissances à tout le monde. Parce qu'en fait, ceux qui l'invitaient au festival, c'était forcément des figures très engagées, chacun dans leur pays, où chacun à sa façon allait défendre la terre, allait soigner les gens, soigner la terre. Enfin bref, ils étaient tous très engagés, chacun à leur façon. Et voilà, et là, ça prenait tout son sens. Et c'est là où j'ai commencé à faire les portraits qui sont dans le livre, enfin qui font une grosse partie du livre. Je crois qu'il y a à peu près 80 portraits.
peut-être que juste avant que tu nous montres le livre, je sens Ouais. que c'est le moment où tu vas le montrer. Ouais. Je voulais juste lire un tout petit extrait du texte qu'a écrit dans ton livre Virginie Pougnant, qui me semble fait le lien justement avec ce début d'expérience dont tu viens de nous parler sur la découverte du chamanisme. Et donc, ça dit « L'appareil photo est une extension du regard de Florael sur un. Il l'accompagne dans sa représentation du sacré, de ses univers et de ses états. Cette façon de mettre en lumière est une façon d'être en lien avec cette énergie de vie qui l'habite et de la transmettre au monde. C'est sa médecine, en lien profond avec sa vibration. Elle prend ici conscience de l'importance de son voyage intérieur. Plus elle est en lien avec ses états, plus elle peut rayonner d'une énergie pleine d'amour au plus proche de son être. Cette posture lui permet d'avoir, dans une fraction de seconde, le discernement et le regard juste. » J'adore le regard juste, parce que ça, c'est important de trouver sa distance. Et là, pour le coup, au niveau distance, il y a eu du travail quand même, au niveau comment te placer, comment te trouver dans tout cet univers-là, et comment trouver ta place en tant que femme, mais aussi en tant que photographe. On coupe les micros, la respiration. Ouais, ça y est, j'ai coupé le bord de mer. Ok. En fait, oui, la place, c'est toujours, enfin, surtout quand on vit quelque chose comme ça dans le chamanisme, c'est qu'on vit quelque chose de personnel et d'intime, et c'est comment à un moment on est photographe, enfin, est-ce qu'on est à l'intérieur, est-ce qu'on est à l'extérieur, parce que le photographe, il est quand même à l'extérieur en train de regarder quelque chose, même s'il participe, évidemment, le fait de photographier, on participe à quelque chose, le fait de photographier, voilà, il y a quelque chose qui se crée par l'acte de photographier. La personne photographiée va interagir. Il y a quelque chose qui va se créer de la rencontre des deux, du photographe et de celui qui est photographié. Mais du coup, moi, je l'ai vécu comme d'abord. Enfin, j'ai l'impression que j'ai d'abord fait mes petites séries, parce que vous allez voir, je vais vous montrer dans le livre, il y a 4 séries plus personnelles, justement, qui essaient de traduire un peu ces visions intérieures. Et puis, il y a les portraits des chamans. Et en fait, c'est partir de mon expérience personnelle, d'abord d'avoir vécu de l'intérieur, d'avoir vraiment expérimenté, de ne pas être, de pas être extérieur au sujet, parce que justement, le fait de le connaître de l'intérieur, ça me permet après d'avoir une place juste. D'ailleurs, là, je fais des photos. Là, je suis un chaman en France qui m'a autorisé à faire des photos de ces rituels, parce que c'est un peu la suite, c'est faire des photos des rituels. Et il m'a dit ah, mais je te sens pas, tu me déranges pas, tu es vraiment dedans, enfin tu es dedans et extérieur, mais sans déranger, parce que tu connais et tu sais ce qui se passe et tu ressens ce qui se passe, et tu peux pas je dérange pas, quoi. Je sais comment me positionner, je sais je suis dans une énergie particulière qui fait que, parce que les gens vivent tous des expériences fortes dans ces moments-là, et du coup de pouvoir les photographier, c'est encore une autre étape. Enfin, ça, c'est la suite, c'est les rituels, c'est encore autre chose. Mais là, dans ce livre-là, là, vous avez que les portraits des chamans. Mais et je voulais juste dire, parce que tu as parlé du fait, enfin, je voulais dire aussi que, comme je partais de mon expérience personnelle, je l'ai aussi mis au début du livre, j'ai mis 2 ans de mon journal intime, en fait, de mes 2 premières années d'expérience chamanique. J'ai fait une espèce de résumé de mon journal intime, où je parle un peu du lien entre la photographe et l'expérience chamanique. J'en parle un petit peu dans ce journal intime. En fait, j'essaie de dire à certains moments, bah oui, là, j'avais envie de commencer à créer telle série, etc. Enfin, j'en parle un petit peu dans ce journal qui commence dans le livre. Mais je vais vous le montrer comme ça, ça fera un petit support pour vous parler. Vous continuez à vous parler. Alors, partagez l'écran. Alors, non, il est là. Hop. Voilà. Donc, en fait, j'ai juste pris un PDF simple. J'ai pas fait un. C'est bien, oui, c'est parfait, c'est parfait. Voilà. On va bien voir, parce que je suis pas sûr que tout le monde ait le livre. Et ouais, voilà. Non. Ça peut donner envie de l'avoir en vrai après. Voilà, c'est ça, c'est l'idée. Donc voilà, là on commence par la première série qui va ouvrir le livre. Et en fait, cette série-là, je l'avais faite, là j'étais en plein dans ces 2 premières années chamaniques là, et c'était une des résidences qu'on a fait avec Tendance Floue à 7.
Et ça s'appelait le Mad Inset. Mais bon, comme chaque projet collectif de Tendance Floue, on a toujours la possibilité, chacun, dans son individualité, de créer son histoire et après de l'assembler aux autres. Mais moi, donc, j'avais fait cette série où c'était un peu dans des usines qui étaient en destruction, en destruction. Et puis, il y a aussi une série que j'ai faite en Pologne après, un peu plus tard, qui reprend un peu cette idée de monde qui se détruit. Mais c'est un peu... je l'ai mis au début du livre parce que pour moi, ça parle de ces certitudes, de ce monde qu'on connaît, qu'on a construit. Voilà, on a une représentation et puis tout d'un coup, justement, en rentrant dans le chamanisme, j'avais l'impression que toutes mes certitudes volaient en éclats et que tout d'un coup, il y avait autre chose. J'ouvrais une porte, en fait. C'est un peu... c'est ce que m'avait dit le Anjuman au début. Il m'avait dit, voilà, tu es sur le seuil du chamanisme, c'est à toi de choisir de l'ouvrir ou de la garder fermée. En fait, voilà, tu es sur le pas et tu peux ouvrir. Là, vraiment, excuse-moi, Florel, là, au niveau des couleurs, là, on est en plein dedans dans ton travail, ta recherche sur les couleurs, sur le sens des couleurs. Oui, bah là, c'était, enfin là, j'ai forcé à fond le trait, mais c'était, en fait, j'essaie de, parce qu'en fait, quand on fait des expériences chamaniques, j'ai l'impression, en fait, que on fait comme des rêves éveillés un petit peu. C'est des voyages comme si vous étiez dans un rêve, mais qui était conscient. Et du coup, j'essaie de traduire, en fait, c'est comme ces rêves un peu en images. Et du coup, voilà, les couleurs, pour moi, apportaient cette dimension onirique de rêve. Et puis, en plus, elles traduisaient des sensations. Enfin, là, celle-là, évidemment, on sent le feu, l'énergie, quelque chose comme une explosion un petit peu. Donc voilà, là, c'est sûr que la couleur va parler aux émotions, là, c'est sûr. Et puis, voilà, là, c'est les suites. Et puis, attends, je crois qu'il y en a encore deux de cette série-là. Donc ça, c'est sur un papier un peu plus fin dans le livre. Il est assez léger parce que j'avais envie de faire comme des petits carnets, en fait, qui allaient se retrouver dans le livre 4 fois et qui étaient un peu comme mes petits carnets intimes photographiques. Puis après, il y avait les portraits des chamans. C'est ça, parce que le livre se divise en plusieurs parties qui s'identifient, entre autres, par la qualité du papier et évidemment le rendu des images. Voilà, c'était un peu... c'est comme s'il y avait plusieurs entrées, plusieurs portes, plusieurs histoires dans ce livre. En fait, c'est vraiment comme si... c'est une chamane qui m'a dit ça. Elle m'a dit, j'ai l'impression d'avoir... comme s'il y avait plusieurs mondes, plusieurs entrées. Et du coup, ça m'avait bien plu cette remarque, parce que pour moi, c'était vraiment ça que j'avais voulu faire un petit peu. Donc là, voilà, là, vous avez le journal. Alors là, le journal, il dure quelques pages. Je vais vous le passer. Et l'idée de ce livre, elle t'est venue après, pendant, enfin que ça devait avoir cette forme-là, le rendu du... Cette forme comme ça, je peux dire final, puisque tu me dis qu'il y a une suite maintenant, mais en tout cas, cette étape-là, tu as voulu lui donner la forme d'un livre. Ouais, en fait, c'est un peu... Enfin, là, déjà, c'est mon premier livre. Donc, moi, je n'avais jamais fait de livre. Et du coup, pour moi, c'était... Enfin, je sais que j'ai eu une petite expo qu'on m'avait proposée sur les portraits des chamans, là. Et je me suis dit, ah ben là, c'est peut-être l'occasion de proposer un livre, parce qu'il y avait les éditions de juillet que j'avais rencontré 2-3 fois des vernissages et qui m'avaient dit, ah ben si tu as un projet un jour, appelle-nous. Et donc là, je me suis dit, bon, là, c'est bon, c'est le moment, je vais les appeler. Et je me suis un peu jetée à l'eau en me disant, allez, je les appelle. Et du coup, après, en fait, je les ai appelés en décembre et l'expo était en juillet. Et je leur ai demandé, mais est-ce que c'est possible pour vous? Ils m'ont répondu oui. Et je leur serais éternellement reconnaissante parce qu'ils m'ont vraiment donné carte blanche. En fait, je me souviens du premier rendez-vous avec Yves Bigot et Richard, là, Volante. Là, ils sont venus à la maison. Moi, j'avais ma petite fille qui avait 4 mois et ils sont venus, je leur ai parlé. Et puis, à la fin du rendez-vous, ils m'ont dit, bon, écoute, ta carte blanche, on
vas-y, lâche-toi. Et du coup, j'étais un peu. Il y avait une partie de moi qui me disait, je suis un peu livrée à moi-même. Et puis en même temps, je me disais, mais quelle immense liberté, quelle chance. Ouais, quelle chance immense j'ai de pouvoir voilà, écrire cette histoire. Mais en fait, après, la construction, je pense qu'elle est venue au fur et à mesure. C'est un peu comme un travail photographique pour n'importe quelle construction, pour n'importe quelle construction de sujet, de reportage ou voilà, d'histoire photographique. On va commencer par faire et puis au fur et à mesure, on va assembler des choses et puis on va se dire alors non, pas par là, ah bah ça marche bien. Et puis voilà, on assemble au fur et à mesure. Je sais qu'il y a eu. Attends, juste Eric, il est toujours là parce que je ne le vois plus. Moi, oui, je suis là, je suis Ah bien oui, sûr. oui, d'accord. Oui, je serai le dernier, tu verras. Je serai le dernier. Et du coup, je sais qu'il y a eu un moment assez important où je me suis dit, je vais mettre mon journal intime. Pour moi, ça a été un peu le début, en fait. Avant même de penser aux photos, etc., j'ai d'abord posé cette idée de mettre mon journal intime, mais je ne sais pas, c'est vraiment venu comme une intuition. Moi, si je peux te donner mon impression, parce que je l'ai parcouru, ce journal intime, il est très fort parce qu'il est, déjà, je le trouve original dans le sens où, dans un livre de photos, mettre quelque chose d'aussi personnel et qui n'est pas forcément lié tout de suite à la photographie, ça donne une dimension très profonde à ton propos, en fait. Autour de, enfin, on sent et on retrouve finalement ton implication dans tes sujets. Enfin, parce que dès ton premier sujet, on en revient à celui sur les enfants de Bucarest. En fait, tu vivais pratiquement avec eux. Enfin, je ne sais pas si tu vivais, mais on voit vraiment que dans les photos, tu es avec eux. Tu n'es pas seulement la photographe qui est comme ça, qui arrive de l'extérieur. On est avec eux parce qu'ils te regardent, ils te sourient sur les images. Et là, dans ce livre, cette partie intime où tu te livres, enfin, on rentre vraiment dans ton expérience, c'est assez fort, quoi. Enfin, et ça donne une dimension très particulière à tout le livre, en fait. Ouais, oui, mais enfin, c'est sûr que je me suis. Tu Après, je me peux suis. avancer, alors, mais peut-être en même temps Ouais, quelques images pour ouais. qu'on voit les Et différents visages. ouais, voilà, ils arrivent, ils arrivent. Et du coup, voilà, ça a été le premier truc, c'était le journal. Et puis, en fait, le fait de relire un peu toute mon histoire, en fait, parce que je ne les avais pas relues, évidemment, ça m'a permis peut-être de me plonger dedans et de pouvoir justement après amorcer la construction du livre en lui-même avec les images, etc. Tu peux expliquer, excuse-moi, le rituel du protocole de la prise de vue? Enfin, si c'est un rituel, mais moi, je Ah, le voilà, pour les portraits. Voilà, comment tu les as. C'est très particulier, là, ce fond noir, cette lumière. Ouais. Explique un peu. Alors, ouais, les portraits, là, en fait, j'avais commencé la série en Corée. Parce que le seul endroit où j'ai fait les portraits des chamans à l'étranger, là, c'était en Corée. Et j'avais commencé, en fait, j'étais dans le noir complet, donc pose B, et puis j'étais avec une lampe torche. Donc, mais je m'approchais vraiment très près. Et donc là, c'était vraiment écrire avec la lumière, là, pour le coup, Eh oui. photographier. Et donc là, j'étais vraiment comme un pinceau de lumière. Et même eux, en fait, ils étaient surpris. En fait, les chamans, ils étaient tous surpris parce que je les faisais rentrer dans cette pièce toute noire. Et je leur disais, oui, c'est par là, là, au fond. Et puis, tout d'un coup, j'allumais ma lampe torche. Et puis, je les éblouissais un peu parce qu'évidemment, quand vous passez la lampe torche à 10 cm du visage, bon, forcément, ils sont un peu éblouis, mais justement, je leur demandais d'être en présence avec eux-mêmes. Mais ça donne aussi ce truc un peu bizarre dans les regards parfois où justement, c'est pas comme un portrait où là, vous regardez l'attitude de la personne et vous allez appuyer au moment où vous trouvez que le regard est le plus parlant, etc. Là, en fait, je suis aussi dans le noir et on est tous dans le noir et j'éclaire en fait. Et là, tu es une présence invisible. Hein. voilà, là, c'est la présence invisible. Puis en plus, ce qui les perturbait, c'est que je pouvais passer devant l'objectif, passer mon bras, etc. Mais avec la pose B, forcément, mon bras n'apparaissait pas. Mais du coup, eux-mêmes étaient surpris. Puis après, quand ils voyaient le résultat, ils étaient évidemment bien étonnés du rendu. Et en fait, bon, je leur demandais d'être assez stable quand je passais sur leur visage pour avoir leur visage net. Et puis après, parfois, on voit des
des flous un peu sur leur costume parce que justement là, ils commencent un peu à bouger parce que j'étais quand même quand je les prenais vraiment en entier, c'était peut-être 30 secondes de pause, donc c'était quand même assez long. Après, si c'était juste le visage ou le buste, évidemment, c'était un peu plus court. Mais voilà, il y en avait certains qui avaient des costumes très, avec beaucoup de détails, etc. Donc, j'y passais plus de temps. Et puis, je sais pas, je faisais peut-être 4-5 photos à chaque chaman. Et donc, voilà, après, ils sont chacun dans leur costume, évidemment, de chaman. Je les ai tous pris avec leur costume. Et donc, ils viennent du monde entier. Alors là, je vous ai pas dit, j'aurais dû peut-être vous dire un peu là, les pays. Là. Attendez, je reviens en arrière. Là, à gauche, par exemple, lui, c'est le plus jeune enfant, enfin, c'est le plus jeune chaman que j'ai rencontré. Il a 9 ans, là, et il est mongol. À droite, c'est un Coréen. Là, il y a encore une Coréenne, et puis lui, c'est un Malien. Après, là, c'est une Russe, en fait, de Touva, de la région de Touva. Lui, c'est Patrick Daquet, c'est le fondateur du Cercle de sagesse des traditions ancestrales. Donc, les 3/4 des portraits dans le livre sont des chamans que j'ai rencontrés à son festival. Mais après, il y a quelques chamans donc, en Corée, puis quelques autres aussi. Il y en a quelques-uns qui viennent d'un autre festival chamanique qui s'appelle l'Odyssée chamanique. Et voilà, donc là, j'y suis allée aussi là. Et là, donc, c'est encore un Mongol. Et lui, c'est un Brésilien à droite. Après, là, c'est une Coréenne et un Gabonais. Là, c'est un Français. C'est lui que je suis avec ses rituels, là. Et puis, oui, il y a des textes. Vous pouvez voir des textes aussi, en fait, sur certains portraits. Il y a des textes, en fait, je leur ai demandé, dans la construction du livre, à un moment, j'avais très envie d'avoir leur témoignage. J'avais envie qu'ils parlent pour la Terre, en fait. J'aurais envoyé des petits messages à quelques-uns en leur demandant des textes pour la Terre, en fait. Parce que, voilà, pour moi, c'était une urgence de parler pour la Terre et de passer le message, en fait. Parce que ce livre, pour moi, c'est un livre médecine, c'est un livre qui va voilà, demander aux gens de prendre conscience. Enfin, c'est pour faire prendre conscience du message des chamans qui, en fait, qui sont des messages très simples, en fait, très logiques, très basique, enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est essentiel en fait. C'est un retour à l'être, à la vie, à la terre, enfin, aux éléments, à la vie elle-même. Et donc voilà, je leur ai demandé j'avais envie que dans le livre, il y ait ça, il y ait leurs paroles en fait. Et puis, parce que moi, j'avais mis mon journal intime, mais voilà, il y avait mon journal intime. Et puis, je voulais absolument qu'eux aussi. Et tu as prévu de nous lire quelques extraits Oui, voilà, je vous ai prévu de vous en lire quelques-uns. Alors, est-ce que je vous l'ai dit à la fin ou je vous l'ai dit pendant? Là, je ne sais plus. Là, je peux peut-être vous en lire un ou deux. Là, attendez. Oui, pendant qu'on voit les images, c'est pas mal. Alors, attends, parce que alors, là, l'image où on est, là, c'est le petit chaman de tout à l'heure avec sa maman. D'accord. Parce que en fait, dans la tradition mongole, c'est vraiment dans la famille en fait que les chamans, qu'on retrouve les chamans. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des chamans qui peuvent devenir chamans sans avoir de chaman dans leur propre famille, en fait. Par contre, chez les Mongols, c'est vraiment de père en fils. De père en fils, de mère en fils. Après, oui, là, de mère en fils. Mais après, il y a vraiment des histoires incroyables sur... parce qu'elle, par exemple, elle raconte qu'elle est tombée malade, qu'elle a failli mourir, qu'elle a perdu plein de gens de sa famille avant qu'elle accepte son rôle de chaman, parce qu'en fait, tout ça, c'était des signes pour lui dire, mais il faut que tu acceptes ton rôle de chaman. Et donc, elle finissait par accepter son rôle de chaman. Mais bon, ils ont tous des histoires incroyables, en fait, sur leur chemin. Donc là, par exemple, c'est Erickson Fox, un petit texte. Alors, qu'est-ce que le chamanisme peut bien avoir à t'apporter aujourd'hui, mon frère, ma sœur? S'il ne s'agit que de s'agiter au coin du feu dans des habits flamboyants, s'excitant sur son tambour, laisse cela. Je veux te parler, moi, d'un chamanisme vivant pour les humains du XXIe siècle, en lien avec ce qui nous dépasse tous. Au sortir de la transe médiatico-consumériste, il te faudra d'abord commencer par t'agenouiller, te faire humble pour te rapprocher de la terre. As-tu déjà pris un arbre dans tes bras? Senti la vie qui circule et la connexion entre vous? As-tu déjà été enseigné par une plante maîtresse qui a changé ta vie et plus radicalement encore ta perception du monde?
As-tu déjà reçu le soutien d'un esprit allié, animal totem ou autre? As-tu déjà fait la paix avec ta lignée? As-tu déjà été initié et donc mort et donc rené si différent? As-tu déjà été effleuré par des forces incommensurables? As-tu déjà rendu grâce et remercié en pleurant? As-tu senti la possibilité de ce réenchantement du monde? Non pour régresser dans l'enfance, mais pour retrouver la capacité d'émerveillement et devenir enfin totalement humain en lien avec tous les autres êtres vivants. Et puis voilà, après je ne vous lis pas en entier, mais bon, voilà, je vais vous en lire d'autres, mais là c'était pour le petit arrêt sur Eric Fox. Donc lui, tu le suis en ce moment, c'est ça? Voilà, c'est lui que je suis en ce moment parce qu'il avait envie de faire un livre sur les sacres. En fait, c'est des rituels qu'il fait tout au long de l'année. Et donc, il m'a demandé de les photographier. Et moi, c'est exactement ce que je voulais faire à la suite de ce livre. Donc, j'étais super contente que quelqu'un m'autorise parce que c'est pas évident en fait d'être acceptée pour faire des photos de rituels. Et voilà, j'étais bien. Enfin, voilà, je suis très contente. Et puis après, mon idée, c'est d'aller. J'aimerais aller suivre certains chamans dans leur pays, quoi. Bon, ça, c'est la suite. Pas tout de suite, hein, on ne peut pas voyager là. Mais... Oui. Alors voilà, alors, attendez, je continue les portraits. Attendez, du coup, on était en train d'arriver à ça. Et alors après, donc, on va passer dans la série des animaux totems, qui donc vient faire une rupture un petit peu avec les portraits, parce que moi, je m'étais dit, de toute façon, dans la construction, si je mets juste 80 portraits, ça va être d'un ennui. Ça va être ennuyeux, quoi. Et en fait, le fait de faire cet aller-retour entre eux et moi, c'était aussi en fait dire à tout le monde qu'en fait, on est tous à même d'ouvrir cette porte, tous à même d'aller rencontrer son animal totem, tous à même d'aller reconnecter avec un arbre, tous à même de prendre conscience de ce que nous disent les chamans. Et voilà, et du coup, c'était cet aller-retour, en fait, c'était... Alors là, excuse-moi de t'interrompre. Donc là, on rentre dans c'est une sorte de troisième cahier dans le livre. On revient à un autre papier, celui qui, si je ne me trompe pas, est le même que pour les photos en couleur au tout début. Et là, c'est des images que toi, tu as créées. Là, pour le coup, il y a le numérique et toute sa richesse qui peut aussi en rebuter certains. Mais toi qui es de la génération du négatif, tu t'es totalement approprié le support numérique pour faire, par exemple, ce genre d'images qui sont incroyables, qui servent vraiment ton propos. Oui, c'est ça ce que tu dis là par rapport à l'argentique numérique, c'est un peu ça, c'était vraiment... j'ai eu beaucoup de mal à lâcher l'argentique, hein, mais il y avait des films qui mouraient au fur et à mesure. Là, je n'avais plus mes films, là, ils disparaissaient tous les uns à la suite des autres. Donc, je me disais, bon, va peut-être falloir s'y mettre au numérique. Et ça, c'est ma première série, justement, d'entrée dans le numérique. En fait, c'était vraiment genre, bon, alors, qu'est-ce que je vais faire avec ce médium qui permet d'autres choses? Et donc, d'aller explorer le numérique. Voilà, là, donc là, on sort de la série sur les totems. Et on va repartir donc sur des portraits des chamans. Je vais dire. Ouais. Attends, hop. Je bloque une page là, de mon livre. Donc voilà, là, on va repartir sur des portraits. Donc, lui, c'est un Français aussi. Ça, c'est des pygmées et les Mongols aussi. Les Mongols, j'en ai quelques-uns parce qu'en fait, quand ils venaient au festival, ils étaient par groupe de 10. Et chaque année, elles venaient avec des nouveaux chamans. Et du coup, ils étaient quand même magnifiques. Donc, j'en ai quand même pas mal dans le livre. Oui. Et en fait, bon, là, je ne vais pas vous lire son texte, mais la chamane mongole, elle m'a dit les photographes, vous participez au message pour la Terre, etc.
Et donc, elle a vraiment aimé participer au projet. Enfin, je veux dire, elle était très motivée, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y avait Oui, il n'y avait pas de aucun... méfiance par rapport à la photographie. Oui, non, on non, entend justement, parler. aucun. Enfin, il y a peut-être il y a juste une personne, je pense, sur tous les gens à qui j'ai demandé, en fait. Enfin, et qu'une personne qui était voilà, un peu bizarre, mais qui, au final, voilà, elle n'est pas dans le livre. Mais la plupart, ils me faisaient confiance, en fait. Ils savaient que je n'allais pas... enfin, voilà, que je faisais quelque chose de juste. C'était pas... voilà, lui, c'est un japonais. Alors là, j'avais fait une petite marque pour vous lire un petit passage tout petit. Attends, alors, mon épouse et moi invitons chacun à s'engager cœur et âme dans cette reconquête de qui nous sommes réellement, en aimant et prenant soin de notre véhicule, notre corps, en veillant à n'absorber que des nourritures subtiles ou matérielles les plus pures et naturelles possibles, en préférant des lectures ou images inspirantes à des informations relayant peur et violence, en nourrissant nos pensées, paroles et actes d'amour, en chérissant des liens de fraternité, de respect et de partage avec nos frères et sœurs humains, en redécouvrant au quotidien le lien sacré qui nous unit à la nature, à la terre et au cosmos. Ce changement de paradigme qui nous est proposé ne se fera pas sans cet engagement de chacun à choisir consciemment la lumière, le choix de vivre à partir du cœur et non plus depuis un mental qui divise, voire détruit. Soyez conscients que votre contribution est essentielle et recevez notre profonde gratitude pour ce choix courageux. C'est Kazushi. Moi, j'appelle Kaz, dans le livre, il s'appelle Kazuhisa Ogawa. Un chaman japonais. Voilà, ouais. Ça, ils l'ont écrit ou ils te l'ont dit et toi, tu l'as transcrit? Comment ça s'est passé? Non, en fait, j'aurais envoyé des mails pour leur demander de me les écrire. Vraiment pour le livre, en fait, c'est vraiment des textes qu'ils ont écrits pour le livre. Et en plus, ceux qui étaient voilà, d'autres pays, je leur ai demandé si je pouvais voir le texte dans leur langue. Donc là, par exemple, lui, c'est écrit en japonais. À côté. Le titre de ce qu'il dit, c'est choisir consciemment la lumière. Ouais. C'est en fait une leçon de photo. Ah bah oui, non, mais carrément. De toute façon, on en avait parlé un petit peu quand on avait préparé là, le Zoom, de dire que les photographes et les chamans, c'est un chaman qui me l'a dit. Il m'a dit, mais oui, les photographes, en fait, vous êtes proches de nous puisque vous photographiez l'invisible, vous captez cette part invisible qui est là et que vous attrapez avec la lumière, avec voilà, les compositions et que voilà, on révèle la part d'invisible, la beauté du monde. Parce qu'il y a, voilà, les photographes, ils sont à l'affût de la beauté, voilà, de quelque chose, du lien entre les êtres humains ou de la beauté d'un paysage ou alors de sa destruction, mais en tout cas pour parler de quelque chose d'essentiel en fait. Je pense que tous les photographes font ça en fait. Et voilà, donc il y a cette part d'invisible que les photographes captent. Oui, ben là, dans ces portraits, on voit aussi. Alors, ouais, la femme, elle fait du chant polyphonique. C'est une pygmée aussi. C'est une tradition orale, voilà, qui est aussi qui risque de se perdre aussi. En fait, ils sont tous gardiens de tradition et de culture très ancestrale en fait. Et c'est vraiment les gardiens et les porteurs. Et ils ont tous des rôles très importants en fait pour la terre et chacun dans leur communauté. Et à droite, c'est un aborigène d'Australie. Ils sont magnifiques et ils sont vraiment puissants, les chamans. Enfin, ils sont tous, mais les chamans australiens, pour avoir eu des soins avec eux, c'est pas un mythe. Il y a différentes intensités, c'est ça, suivant les cultures et les coins du monde. Non, mais c'est parce que peut-être que, non, c'est pas différentes intensités en fait. Ils ont vraiment tous leur médecine en fait. Chacun a sa médecine, donc la différentes variations en fait. C'est pas dans le fond, c'est les mêmes, mais elles s'appliquent de différentes façons, on va dire. Mais quand on les voit tous ensemble partager leur médecine et qu'on va voir
la coréenne qui va aller danser avec les Gnawa du Maroc et qu'on voit qu'en fait, leur chant, il y a quelque chose de l'énergie de leur chant qui est la même chose. On se dit, mais oui, en fait, Oui. il y a quelque chose de commun qui se retrouve à travers toute la planète. Il y a un passage comme ça je me permets, hein, dans ton journal, où tu es dans l'Himalaya et tu découvres, enfin, tu entends que les voisins ont une cérémonie. Je dévoile pas, enfin, tu me dis, hein, si je dévoile trop, mais Non, c'est dans ton livre, hein, c'est dans ton livre. Oui. Et en fait, tu vas te joindre à eux. Enfin, j'en dis pas plus, hein, mais tu racontes que tu vas te joindre à eux et que eux, en fait, ils t'acceptent totalement à travers justement cette pratique chamanique. Oui, non, Ils mais t'ont pas pris pour une étrangère ou en te disant mais qu'est-ce qui lui arrive, celle-là, à s'incruster. C'est pas du tout ça. On sent que d'après ce que tu dis, il y a eu il y a eu quelque chose qui s'est passé. non, mais de toute façon, oui, non, mais c'était assez incroyable parce que je suis allée là-bas, c'était oui, non, c'était au début, enfin, je sais plus, c'était 2011 ou ouais, un truc, ouais, ça doit être en 2011 et c'était donc juste après que je commence le chamanisme et je voulais absolument rencontrer des chamans népalais. Je me suis dit, là, dans les montagnes, le Népal, il y a plein de chamans. J'aimerais vraiment les rencontrer. Puis le guide qui nous emmenait dans une marche à travers les villages me dit oui, d'accord. Et puis bon, en fait, en fait, on se couche et puis moi, au bout de 2 minutes, j'entends un tambour que je pourrais reconnaître entre mille. Je reconnais le son du tambour. Oui, non, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que moi, les cérémonies chamaniques que j'ai fait, c'était que le voyage au son du tambour, en fait, parce qu'il y a plein de cérémonies différentes et on peut aussi bien prendre des plantes médecines pour les voyages chamaniques. Mais moi, c'était vraiment le son, en fait, le son du tambour qui me fait voyager. Donc là, j'entends un tambour. Et je dis au guide, non, mais là, je crois qu'il se passe un truc. Et donc, il demande à la logeuse et il me dit, ah bah oui, effectivement, c'est le chaman qui vient en vacances parce qu'en fait, plein de chamans népalais partent dans d'autres pays. Là, lui, il était taxi en Arabie Saoudite pour gagner de l'argent. Il l'envoyait à sa famille. Et quand il revenait en vacances dans son village perdu au fin fond des montagnes, il faisait des soins pour sa communauté. Et donc, je me suis retrouvée pile au moment où il revenait pour faire des soins dans sa communauté. Puis du coup, je rentre dans une petite maison où là, en fait, tu as tout le village qui est là pour assister aux soins. Et en fait, c'est comme ça que traditionnellement ils font. En fait, tu as la personne qui reçoit le soin et tout le village est là, à côté, en train de discuter, boire, manger. Il y a des enfants, les vieux, tout le monde est là. Et, et donc, moi, j'ai pu faire des photos. Bon, là, j'en ai rien fait, mais en tout cas, je sais qu'à la fin, je ne sais pas pourquoi, il m'a donné ses colliers de protection et puis il m'a prêté son tambour. Je ne sais pas, parce que je ne comprenais pas tout. Enfin, en fait, il ne parlait pas, le traducteur n'était pas là. Donc, voilà, il n'y avait pas de traduction en mots. Mais au final, je me suis quand même retrouvée avec son tambour et j'ai joué du tambour. Et j'étais, bon, voilà, je ne sais pas trop. Je ne peux pas expliquer vraiment ce qui s'est passé, mais c'était très intense, quoi. Et je pense oui, que ça ne doit pas arriver tous les jours qu'un chaman népalais vous prête son tambour. Mais voilà, attendez, je vais continuer un petit peu dans les portraits. Là, lui, c'est un Indien. Donc, lui, il est plus justement dans la pratique du yoga. Là, ça, c'est un autre aborigène. J'avais envie de vous lire aussi un petit passage de lui. Alors, attends. Ouais, je me demande si je vous le lis en entier ou pas. Lance-toi, lance-toi. Ok. Les messages de l'esprit du peuple originel d'Australie à tous les hommes de la planète Terre. La population de masse est entraînée à suivre des valeurs de cupidité et de mauvaise perception, et cela tuera notre race humaine. Nombre de gens de mon peuple se suicident, car nous sommes connectés à la Terre et que la Terre souffre. Les multinationales continuent de déchirer son corps, notre corps, y compris son esprit, notre esprit, causant ainsi le massacre de mon peuple. Mais si les gens se reconnectent à eux-mêmes et à leur lien avec Terre-Mère, à leur vrai lien avec l'esprit de la Terre, ils se rappelleront que tout est connecté à tous les niveaux et dans toutes les dimensions invisibles. Nous devons reconnaître que c'est notre monde intérieur, la cause, qui crée le monde extérieur, c'est les faits. Rappelez-vous, la nature et le cœur ne font qu'un, ou comme on dit chez moi, le cœur est la nature.
Nous sommes connectés les uns aux autres par le cœur. Si les gens ont conscience d'être interconnectés, nous pouvons tous changer le monde instantanément. Les enfants le font maintenant, sous nos yeux. Les temps anciens où tout le monde croyait que nous pouvions nous connecter à la magie ont été oubliés. Continuez de faire ce que je fais. Le partage est l'une des clés pour l'humanité. Amour, joie et paix. Tony Lee, Australie. Oui, il y a presque aussi presque des revendications enfin, qui sont liées à ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue, tous les débats qu'il y a autour du réchauffement climatique, etc. Oui, bien sûr, ouais, ils sont très engagés en fait. Ils ont tous très conscience de ce qui se passe évidemment et tout leur, enfin, je veux dire, leur cérémonie, leurs soins, c'est vraiment pour la Terre. Ils participent vraiment à soutenir la guérison de la Terre et en fait, ils essaient de passer leur message au maximum de gens. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience de toute façon mondiale à tous les niveaux. Et après, eux, c'est des gardiens de cette connaissance qui est là depuis la nuit des temps et en fait, qui n'a pas été oubliée, mais qui a été un peu cachée par tout ce monde qu'on connaît, consumériste et autres. Et du coup, eux sont les gardiens, les protecteurs de la Terre, mais ils sont aussi, autant ils sont là pour soigner la Terre, mais ils sont aussi là pour soigner les uns et les autres, leurs frères, leurs sœurs, pour que parce que quand on se soigne nous-mêmes ou l'autre, au final, c'est la Terre aussi qu'on soigne, en fait. Comme ils disent, en fait, la Terre et nous, on ne fait qu'un. Et donc, ce qu'on fait à la Terre, on le fait à nous-mêmes. Mais si ce qu'on fait à nous, c'est la guérison, la paix, la joie, l'amour, c'est ce qu'on donne aussi à la Terre. En fait, c'est comme un espèce d'aller-retour. Si on prend conscience, effectivement, que la Terre, c'est nous-mêmes, quoi. Voilà. Ils ont vu les images que tu as prises d'eux, les portraits. Oui, bien sûr. Tu les montrais juste après ou après un laps de temps? Ouais, je leur montrais un petit peu sur l'écran, mais tu sais, c'est toujours minuscule. Et puis après, non, en fait, j'ai passé du temps à leur envoyer à chacun leur portrait. Et ils étaient tous super contents. Ils étaient tous très contents. Après, je sais pas, il y en a certains qui sont peut-être servis pour leur site, leur communication, un truc comme ça. Mais malheureusement, le seul regret là pour l'instant que j'ai, c'est qu'en fait, il y a eu, quand j'ai terminé le livre, je voulais retourner au festival parce qu'il y en a certains à qui je l'ai envoyé, etc. Mais je ne pouvais pas l'envoyer à tout le monde. Et du coup, je voulais l'apporter au festival pour pouvoir leur montrer en direct. Et puis, le festival avait des problèmes financiers. Et puis, en plus, il y a eu le confinement. Enfin bref, il y a tout qui s'est enchaîné. Et du coup, je n'ai jamais pu retourner au festival montrer le livre, quoi. Donc, j'attends impatiemment que tout ça soit calmé pour que je puisse... pour que tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, le livre, enfin l'objet livre lui-même, parce qu'il y en a quand même pas mal qui l'ont quand même. Oui, elle aussi, je voulais vous lire un petit passage. C'est vrai que là, le livre a pâti du confinement, enfin, parce qu'il est sorti en 2019. C'est aussi des raisons pour lesquelles je voulais qu'on en parle, parce qu'il est un peu rentré dans le tunnel du confinement, quoi. Ouais, mais même si c'était un peu avant, mais quand même, il y a eu ce truc, parce que moi, je voulais vraiment profiter des festivals, aller montrer dans les festivals divers et variés, mais sauf que voilà, tout a été un peu arrêté abruptement, et du coup, effectivement, il a pâti de ça, mais comme, pour moi, c'est un livre un peu intemporel, donc je ne m'inquiète pas, je me dis, bon, voilà, je pourrais toujours y aller après tout ça. Là. Elle aussi, je voulais vous lire un petit passage. Tu te sens vulnérable parce que tu te sais incapable de beaucoup de choses. Et cela est vrai. Tu n'es capable que de peu de choses. C'est pourquoi tu dois dépendre complètement de ton être profond, de celui qui ne pense pas, mais est le seul à savoir, de celui qui a appris l'infini des choses pendant des milliards d'années. Et c'est être infiniment courageux, infiniment fluide, adaptable, et c'est se déplacer avec la nature, et c'est créer de la magie.
C'est grand-mère Tonamilt. Il est du Mexique. Voilà, donc, en fait, c'est ça, il parle à tous. Il parle à... Wow, pardon, excusez-moi, je suis allée un peu... Excusez-moi. Hop là, attendez, je vais faire comme ça. Je vais redéfinir, il me paraît que ce sera plus simple. En fait, oui, voilà, c'est chacun. Enfin, voilà, j'ai l'impression que voilà, ils vont venir parler à chacun d'entre nous quoi, dans leur texte. En fait, ils s'adressent vraiment directement au lecteur. Quoi. Lui, c'est un Brésilien, c'est un ancêtre, c'est un grand-père. Et à la fin du livre, de toute façon, il y a le résumé de tous les portraits avec tous leurs noms. Enfin, voilà, on peut retrouver. Oui, on peut aussi avoir des renseignements très précis sur chacun d'entre eux à la fin du livre, effectivement. Ouais, voilà. Et après, on arrive à un autre chapitre. Voilà, là, on rentre dans l'autre chapitre. Alors, celui-là. Alors là, totalement, on rentre dans le vif du sujet. Celui-là, il a été aussi créé pendant une expérience collective de tendance flow là, pour Azimut. On devait partir marcher chacun pendant une semaine à travers la France. Le premier photographe est parti de Paris et on est allé comme ça presque jusqu'à Lourdes. Et en fait, dans cette marche, on avait chacun une semaine et on avait le droit de... Enfin voilà, on pouvait marcher dans n'importe quelle direction, on pouvait tourner en rond, marcher en ligne droite, en zigzag, comme on voulait. Et voilà, le seul objectif, c'était 2 jours avant d'arriver, c'est d'appeler celui d'après, lui dire, bon, ben voilà, dans 2 jours, je suis là, rejoins-moi. Et on passait le relais à celui d'après. Et je ne sais plus combien on était une trentaine, puisqu'on a invité des photographes, en fait, dans cette marche à travers la France. Du coup, moi, je me suis retrouvée C'est quand ça, Floral? Excuse-moi, c'est récent. Alors oui, enfin récent, attendez, alors, moi je suis très mauvaise dans les dates, mais c'était il y a 2-3 ans. Voilà. Attends. Ouais, c'était, ouais, non, il y a 3 ans, Parce que je trouve c'est important de le savoir par rapport à ton travail qui évolue, pour le coup, ton travail sur le chamanisme. Oui. Voilà, qui flotte comme ça sur pratiquement une décennie, quoi. Oui, ouais, c'est vrai, ouais, tout à fait. Et en fait. Et donc là, cette image, comment elle se révèle? Là, je peux raconter, mais. Oui, si, je peux dire. En fait, c'est juste que je me suis retrouvée donc sur le plateau de Mille Vaches, et là, j'étais au bord d'une rivière, et je sais que tu vois, j'étais attirée par cet endroit en particulier. Je sais que j'ai commencé à photographier parce qu'il y avait une lumière de fin de journée là, qui tombait sur la rivière. Et en fait, c'est en regardant l'écran que l'image est apparue. En fait, là, pour le coup, je ne l'ai vraiment pas vue en prenant la photo. C'était vraiment sur l'écran numérique. Là, pour le coup, l'avantage du numérique. Hein, Ben oui, mais voilà, mais comme quoi. Hein, je sais que j'ai sursauté. On lui reproche beaucoup de choses de numérique, mais là, il t'a indiqué quelque chose sur l'écran. Voilà, là, il m'a fait sursauter. Et en fait, c'était vraiment au tout début de ma marche. Et du coup, pour moi, ça a été vraiment l'indicateur de ce que je venais chercher dans cette marche. En plus, moi, j'avais demandé à une chamane de m'accompagner par téléphone. En fait, je l'appelais tous les matins pour me dire, voilà, dans cette journée, qu'est-ce qui va m'accompagner, quels sont les mots-clés de la journée. Et donc, voilà, elle me donnait des petits conseils, mais n'empêche que cette image a été un peu le point de départ. Et parce qu'en plus, le plateau de Mille Vaches, c'est de l'exploitation de bois beaucoup, donc il y a des forêts entières de Douglas. Et donc là, pour le coup, la terre, les forêts, elles sont quand même vides, silencieuses. Quand c'est les morceaux de Douglas, là, c'est très silencieux, c'est très sombre. Il n'y a que des allées comme ça, bien alignées, bien rangées. Et l'âme de la forêt, on sent qu'elle n'est pas là. Et puis tout d'un coup, il y a des espaces, il y a des endroits où là, oui, on sent que l'esprit de la forêt est là, l'esprit des arbres, des pierres, des roches, de l'eau est là. Mais donc, c'est une espèce d'aller-retour entre ces endroits complètement désertés de toute vie et puis ces endroits habités. Et donc, voilà, c'est un peu ça qui m'a guidée dans ma marche. Et après, il y a aussi des photos que j'ai prises au Japon, en fait, parce que je me suis retrouvée au Japon aussi. Et j'ai continué un peu, mais c'était le début, ça a été la marche à Azimut. À chaque fois, on sent une présence assez subtile qui se révèle comme ça au milieu des arbres.
puis lui, il avait été assez fort pour moi parce que c'était un jour où on m'avait dit de faire un rituel. On m'avait dit Rivière Rouge et ta mère. Je suis bon, d'accord. Celle-ci, Et, là, cette image-là? oui, enfin, au moment où, enfin, pour cette image, elle vient de cette histoire où les chamans le matin me dit, enfin dans la veille, elle me dit, j'entends les guides, les esprits me disent Rivière Rouge et ta mère. Je suis bon, d'accord. Donc tu vois, c'était assez brut, quoi. C'était juste 2 mots, quoi. Et le soir, en fait, je me retrouve chez une femme qui me dit, ah mais venez dormir chez moi. J'habite, vous allez voir, à côté de chez moi, il y a un endroit magnifique qui s'appelle la Rigole du Diable. Donc je me suis dit, tiens, Rivière Rouge, la Rigole du Diable, ah bah oui, c'est pas mal. Et en fait, toute la soirée, elle m'a parlé de sa mère qui était décédée, dont elle sentait l'esprit. Donc elle m'a parlé toute la soirée de sa mère. Bon. Et le lendemain, donc, je vais au bord de la rivière et je fais un rituel pour ma mère. Et au pied, là où j'avais posé enfin, je m'étais mis au pied de cet arbre en fait, pour faire mon rituel. Et puis j'avais mis mon sac photo un peu plus loin. Donc j'étais retournée à mon sac. Et je me suis retournée, je l'ai vu apparaître. Et voilà, c'était vraiment une apparition, quoi, pour le coup. Là. Enfin, C'est un géant qui marche vers toi, là. C'était au Japon. C'est très impressionnant, celle-là aussi. C'est les roches, ouais, ça c'était au Japon aussi. C'est une roche avec de l'eau dessus. C'est le même procédé que la rivière, là, c'est la rivière. Alors là, je ne sais pas si c'est voulu, mais c'est pile au milieu du livre. Au niveau enfin, je le suis en même temps, hein, donc on est là. D'accord. Et on est vraiment alors là, on est dans, je veux dire, la pliure de ton sujet, quoi. Enfin, c'est chaman lumière, là, on est en plein dedans, quoi. C'est la moelle du livre. C'est la révélation par l'image. Enfin, voilà, c'est mon interprétation hein, du truc. La révélation par l'image de ce qu'est peut-être une expérience chamanique, quoi, une révélation de l'invisible. Oui, en fait, en fait. Tu me dis si je délire, hein, tu m'arrêtes hein, si je délire. Non, pas du tout. Non. Non, en fait, pour moi, le chamanisme, c'est vraiment, en fait, tout ce que faisait le chaman, en fait, c'était de nous pousser à être attentifs à notre intuition, à nos ressentis. En fait, c'était ça, en fait, c'est d'être à l'écoute de notre être subtil et tout simplement de nos ressentis. En fait, c'était pas plus compliqué que ça. Mais c'est juste qu'on est coupé parce qu'on court, on fait des trucs et machin et tout, et on oublie en fait ce silence. Bon, à part les gens qui font de la méditation ou des choses comme ça, mais c'est vrai que cette écoute vibrante, active, en fait, elle permet du coup de regarder avec cette espèce de petit décalage où tout d'un coup, si on se met à côté d'un arbre, tout d'un coup, on va sentir son énergie. Et en fait, avant, peut-être qu'on n'avait pas on n'écoutait pas en fait ce ressenti, mais à force d'en prendre conscience, en fait, au fur et à mesure, tu le sens de plus en plus. Tu te rends compte en fait qu'il y a un arbre qui va vibrer la joie, qu'il y a une pierre qui va tout d'un coup te délivrer un message, que tout d'un coup tu vas entendre des mots. C'est assez. C'est magique. Enfin, moi, je dis ce mot magique, mais en fait, c'est pas magique. C'est comme si c'était un retour à notre être normal, naturel, essentiel, comme si on venait à quelque chose de simple et d'authentique. Et voilà, sans les couches de tout ce qu'on s'est mis. Et donc, voilà. Et donc là, c'est là où tu peux voir les apparitions, et les messages et les ressentis. Et là, c'est Lance Sullivan. Lui aussi, c'est un aborigène, mais j'aime beaucoup aussi son texte. Je vais vous relire un petit peu, puisque là, justement, ça parle un petit peu de ce qu'on vient de dire, là, que tout nous parle, en fait. Nous marchons sur les traces de nos ancêtres, car nous sommes nos ancêtres. Nous sommes les enfants de la terre, mère, et nous avons le devoir de protéger notre mère. J'écoute la voix des esprits dans le vent. Je les entends nous guider dans cette vie. Les arbres nous murmurent des paroles de sagesse. Ils nous apprennent à guérir. La nuit, les étoiles nous guident lors de nos chasses dans le désert.
Et nos pères, les pierres de la terre, nous guident pendant que nous dirigeons nos cérémonies sacrées et racontons l'histoire de nos ancêtres, créateurs et héros du passé. Lorsque nous guérissons, nous parlons aux âmes et demandons aux esprits de nos ancêtres de nous aider à guérir nos frères et sœurs malades. Vivre en paix guérit l'âme et fortifie le cœur. Voilà, enfin, voilà, il parle de ça, que voilà, tout parle en fait, et que eux, ils écoutent tous ces messages des pierres, des étoiles, voilà, et qu'en fait, voilà, il faut juste écouter, quoi, tout simplement. Voilà, c'est les Gnawa, là, c'est la famille Gnawa, ce dont je vous parlais tout à l'heure, dont les chants, la transe par le son ressemble un petit peu au corps. Enfin, moi, j'ai vu des similitudes entre la transe par le son, les Gnawa, c'est par le tambour, mais les Coréens aussi, en fait. Oui, plein de liens, plein de similitudes. Là, c'est des femmes aborigènes et un Mexicain. Ça, c'est un Chilien, mais avec sa femme qui est française. C'est une Suédoise. C'est de Mongolie. C'est un Mexicain et une Roumaine. En fait, dans beaucoup de... Dans plein de pays, en fait, où le chamanisme n'a pas été... Enfin, parce qu'on dit chamanisme, mais en fait, il y a plein de mots, en fait. C'est les hommes médecine, c'est les guérisseurs, il y a plein de noms, en fait. C'est pas que chaman, mais dans plein de pays, en fait, le chamanisme n'avait pas été éradiqué. Mais nous, on avait, en France, on avait aussi nos guérisseurs, nos sorcières, nos femmes médecine, nos hommes médecine. Après, il y a eu... il y a tout un mouvement là, dont est issu Patrick Daquet, là, le fondateur du festival, où justement il y a une espèce de mouvement des druides qui renaît en France. Mais il y a aussi beaucoup de chamans en France qui se nourrissent des traditions du monde entier pour apprendre. En fait, souvent, tu as des chamans français qui sont allés s'initier en Amérique du Sud, qui sont allés s'initier en Afrique, en Mongolie, au Japon. Enfin, voilà, ils reviennent comme ça avec des sagesses de plein de peuples, en fait. Et pour les Français, c'est comme si c'était un chamanisme international, quoi, comme si... Ouais. Voilà, ils allaient se nourrir des différentes traditions, des différentes connaissances. Et pour les chamans français, en tout cas, je parle, mais... Oui, c'est ça, parce que tu disais quand on préparait la projection que en France, ça avait pratiquement disparu, alors que par exemple en Corée, ça n'a jamais cessé, le chamanisme. Oui, voilà, en Corée, c'est assez impressionnant. Enfin, quand je suis allée en Corée, moi, je savais que j'avais très envie. Enfin, c'était par Tendance Floue, en fait, c'était encore un projet de Tendance Floue qui s'appelait Korea On-Off. Et moi, je savais que j'avais envie d'aller voir les chamans là-bas parce que je savais déjà que c'était des femmes qui portaient beaucoup la tradition chamanique. Ça s'appelle les Moudang, là-bas, ils s'appellent les Moudang. Enfin, c'est des femmes qui s'appellent les Moudang. Et elles ont porté cette tradition depuis la nuit des temps, parce qu'en fait, les hommes qui faisaient la guerre ou qui, voilà... ils se disaient, bon, ça c'est des trucs de bonnes femmes, en fait on va les laisser tranquilles, on va les laisser avec leurs trucs de sorcellerie là, et puis nous on fait nos trucs, et en fait les femmes comme ça ont pu garder vraiment une tradition très ancienne. Là-bas on parle des 10 000 esprits, en fait eux ils communiquent avec 10 000 esprits, ils ont des cérémonies très riches avec... ils rentrent en transe au son du tambour, et puis ils changent de costume à chaque fois en fonction des esprits qu'ils incorporent, en fait, parce qu'ils incorporent des esprits en tournant sur eux-mêmes, en sautant au rythme du tambour. Ils rentrent vraiment dans une espèce de transe comme ça. Et voilà, ils vont recevoir l'esprit carnivore, l'esprit des généraux, l'esprit végétaux. Enfin voilà, ils vont recevoir comme ça. Et eux, ils sont beaucoup dans la divination aussi, les chamans coréens. Enfin, ouais. Bon, après, il y a certaines
certains peuples, peut-être plus ou moins dans la divination. Les Maliens, je sais qu'ils sont aussi beaucoup dans la divination. Après, je ne connais pas tous très bien, mais là, vous avez des Colombiens, là, c'est un père et son fils. Le peuple Chouar. Ils sont très engagés aussi pour la défense de la forêt. Ouais, lui, c'est un Brésilien aussi. Il est très engagé aussi. Très, très engagé pour la forêt amazonienne. Eux, je leur avais demandé de venir pour les photos et j'avais beaucoup de mal à leur dire de venir parce qu'ils parlaient portugais. Là, et leur traducteur, il n'était pas sympa avec moi. Il ne voulait pas me traduire. Je ne sais pas pourquoi, il ne voulait pas m'aider. Donc, j'ai dit, bon, ok. Je me suis débrouillée. Ils sont venus. Et puis, en fait, c'est un petit sac plastique. Parce que lui, je sais que quand je l'ai vu dans le festival, je voyais qu'il dégageait un truc vraiment magnifique. Et quand il est arrivé dans le petit studio, il a sorti de son sac plastique sa coiffe. Et moi, je ne m'attendais pas du tout à le voir avec sa coiffe. Il a déplié comme ça. Mais c'était un beau cadeau, quoi. C'est magnifique, oui. Oui, voilà, ils sont vraiment dans la joie quand ils chantent. C'est des chants de joie, en fait. C'est appeler l'énergie de la joie, l'énergie de la joie qui guérit, en fait. Après, il y a encore un petit coréen avec un mongol. Après, c'est les Russes. C'est les Péruviens et Mexicains. C'est les Français. Encore un Français. C'est un Péruvien aussi. Et alors, à droite, j'ai oublié son pays. Je suis désolée, il est à la fin du livre. Désolée. Vous êtes obligé de l'acheter. Non, je rigole. Ah ouais, bah ouais. Et là, c'est un couple, en fait, français et Congo. En fait, aussi par la danse. C'est Brésil et Guyane. À droite, ah oui, c'est aussi sûrement un confrère de celui que tu nous as présenté il y a un instant. Oui, tout à fait. Ouais, c'est une Française qui est porteuse d'eau, en fait. Elle est vraiment en lien avec l'eau. Eux, c'est des... oh là là, j'ai un trou là, je les adore, ils sont magnifiques. Donc, Nouvelle-Zélande. Voilà, merci. C'est écrit en bas. Nouvelle-Zélande, ouais, c'est le haka, quoi. Ils sont avec. Ah oui, c'est ça, ouais. Haka. Ils sont magnifiques. Et eux, ils dégagent un. Enfin, c'est vraiment l'amour, quoi. Moi, quand je faisais les cérémonies avec eux, je pleurais en permanence. C'était pas compliqué, tellement c'était beau. Attends, c'est le Mexique. Haïti, voilà, Polynésie. C'est un Français. C'est la moitié chilienne et une Coréenne. Ah oui, c'est à gauche, je reconnais le costume. Enfin, je sais pas comment. C'est Mapuche, là. Tenue Mapuche, oui. Ouais, c'est ça, c'est Mapuche. Et elle, comme elle est sans mêler, on va dire, je me souviens qu'elle ne voulait pas que je... Elle me disait, oui, tu l'écris bien, hein, que je ne suis pas, que je suis pas complètement chilienne. Enfin, tu vois, voilà, je l'ai Ah oui, précisé. oui, bien sûr. Lui, c'est un Népalais. Alors, attends, ça fait... Est-ce que vous voulez que je vous relise un texte ou je continue? Et puis, parce que là, il y en a juste un dernier à la fin, je voulais vous lire, mais... Oui, bah, bien sûr. Vas-y. Ça va, les gens, ils sont contents? Bah, ils sont là, ils sont tous là. Ils sont attentifs et sages comme des images, c'est le cas de le dire. Hein. J'ai coupé leur micro, tu vas me dire, mais après, ils vont bientôt prendre la parole, ils vont pouvoir poser toutes les questions. Ouais. Attends.
toute façon, il ne faudra pas leur montrer tout pour qu'ils aillent voir le livre aussi. Ouais. Voilà, Il donc, reste une dernière série à la fin qu'il faut que tu nous montres. ouais. Là, je vous lis encore le texte et puis on arrive bientôt à la fin de toute façon. Alors, si la vie elle-même est difficile à comprendre, le sens de la vie dépasse encore plus notre entendement et nos pensées. Nous sommes nés ici-bas pour apprendre, comprendre, vivre pour nous-mêmes et aider l'autre. Mais le vrai but de la vie est de trouver comment retourner à notre origine divine afin de pouvoir incarner la vérité et d'en témoigner correctement. Selon ma lignée familiale et ma communauté, la plus grande tâche à accomplir lors de notre vie sur la planète Terre est de consolider notre relation avec la conscience intelligente qui vit dans la Terre, les arbres, les pierres et les rivières, partout dans l'univers, l'air et le cosmos, la même force de vie intelligente qui vit également dans notre souffle, notre corps, nos os, notre sang et notre cœur. Lorsque nous honorons, respectons et guérissons notre relation avec le monde naturel, nous revendiquons un sentiment plus général d'appartenance à la Terre-Mère. C'est ainsi que nous pourrons peut-être nous rappeler que nous sommes qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Nous sommes en permanence connectés et nourris à un même flux d'énergie, de formes et de couleurs diverses. C'est Bola Bonstola, Népal. Je regarde, parce que juste, pardon, j'ai eu un petit message, je me demande si c'est pas... Non, je me demande si c'était... parce que les éditions de juillet, j'avais dit de faire un petit coucou, mais je pense qu'ils sont... ils étaient occupés, en fait. Elle, c'est des Gabonaises. Elle, donc, elle, c'est vraiment avec les plantes. C'est qu'elles initient avec les plantes, en fait, l'iboga. C'est une coréenne, Mongole. Là, c'est la coréenne qui est à droite, c'est elle qui est sur la couverture. Ah, d'accord. Et en fait, elle a initié une femme française qu'elle a considérée comme sa fille spirituelle. Ok. Et d'ailleurs, en fait, c'est grâce à cette femme française que j'ai rencontrée qui, elle, m'a fait rencontrer la coréenne. Et c'est comme ça que j'ai fait tout mon reportage en Corée. C'est grâce à cette femme. C'est frappant parce que, bon, moi, je ne connaissais pas trop le chamanisme. Et ce qui me frappe, c'est le côté international, en fait. Oui, bah oui. Il y a quelque chose. Bah oui, en fait, c'est partout, en fait. Peut-être que quand on ne connaît pas, on ne se dit pas ça, mais en fait, c'est ça qui était super beau dans ce festival, d'y aller 438 comme ça, de récolter, parce qu'au fur et à mesure, en fait, tous les pays sont, enfin, pas tous, mais quand même beaucoup de pays sont représentés. Et c'est de se rendre compte qu'en fait, ils ont tous le même message aussi. C'est ça qui est fort. Et que oui, sans se concerter, sans avoir un discours centralisé, quoi. Ouais, et voilà, et en fait, on dit que le chamanisme, c'est quelque chose, voilà, c'est très ancien, c'est ancestral, c'était la médecine première, en fait, et voilà, et donc, en fait, ça se retrouve partout, en fait, dans tous les peuples. Nous, ça a été éradiqué avec les religions, tout ça, mais ça revient un peu. Alors lui, c'est un algonquin, justement, de la lignée de William Commanda. En fait, c'est un de ses fils spirituels. Ok. Au Québec. À gauche, pardon. À gauche, avec sa femme. Ouais, au Québec. Ouais. Et à droite, lui, c'est un Amérique du Nord, États-Unis. Attends. Je m'embrouille sur les pays, là, je commence à m'embrouiller, là, je ne sais plus, attends. Je regarde dans mes légendes, pour ne pas vous dire de bêtises. Congo aussi à gauche et Mexique à droite. Et le dernier, c'est aussi un algonquin, et c'est Vieux Buck. Bon, là, lui, le masque, c'est un petit peu un petit clin d'œil, mais c'est pas dans sa tradition, il ne se sert pas du masque. Mais... Et là, je vais vous lire son texte. Attends. Ouvre bien ton sac, prends ta marmite du rêve, pose-la bien sur 4 pierres, verse-y un bon morceau de volonté, ajoute du courage, de la force et beaucoup de patience. Il faudra que tu poses sous le chaudron tout le bois du désir que tu possèdes. Utilise tout le soleil dans ta tête pour allumer ce désir
qui permettra de cuire le tout. Si ton feu te semble vacillant au début, que les braises semblent vouloir s'éteindre, active-le avec les 4 vents qui tournent dans ta tête. Si tu possèdes assez de vent, ton feu sera fort et vigoureux. Alors retire-toi patiemment dans le vide du cercle, là où la fumée tournera et tourbillonnera autour de toi. À ce moment, si ta quête est bonne, ne sois pas surpris de voir les grands-pères, les grands-mères qui viendront déguster le repas de la sagesse. Ensuite, tu pourras reprendre ton chaudron, ton sac et fièrement continuer ton chemin sans fin. Yahoo! Super. Ouais, moi, à chaque fois, lui, je sais pas pourquoi il m'émeut à chaque fois son texte. Ouais, c'est un véritable poème, là. Parce que même d'un point de vue de l'écriture, c'est magnifique. Ouais, non, mais lui, c'est un conteur aussi. Tu l'écoutes parler, tu peux boire ses paroles pendant 3 jours sans t'arrêter. Du coup, ce texte-là, hop, et juste après ce texte-là, on passe sur des images incroyables. Ouais, là, j'ai voulu terminer sur son texte parce que voilà, vraiment, il vient. Je sais pas, je trouvais qu'il était vraiment bien à la fin. Et on arrive donc en fait sur la dernière série intime que j'ai passée en négatif là. On arrive du coup au négatif. Et en fait, c'est un écho à la première série au début, où on a un homme et une femme dans un décor en destruction, comme ça, avec des couleurs saturées. Et là, on arrive avec un homme et une femme, mais dans la nature. Retour à la nature, en fait. C'est comme, voilà, c'est cette idée, les pierres, l'eau, les arbres, voilà, c'est ce retour à notre être intime, voilà. Quelque chose de ça. Et au milieu, alors attends, après, il y a encore d'autres photos, mais j'ai collé un texte qui est la salutation au monde naturel, allégeance à la gratitude d'un peuple. J'arrive jamais à dire, c'est une nation iroquoise qui remercie en fait. C'est un texte de gratitude en fait sur voilà, toute la nature, les animaux, les plantes, les arbres de médecine, les étoiles, le soleil, etc. Et donc après, voilà, je continue avec 3 photos. 4, pardon. Voilà. Et puis à la fin, voilà, vous avez les petites légendes avec tout le monde qui a repris. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour. Je vais arrêter le partage. Oui, on va revenir au groupe. Attends, vous êtes en train d'arrêter le partage. Moi, j'avais vu un lien, toujours en préparant cette rencontre, entre ce que je considère, je me trompe peut-être, mais en tout cas, de mon point de vue, ta première série avec les enfants de Bucarest, qui vivaient sous terre. Et là, le chamanisme, il y a un lien très fort avec le monde invisible, le monde aussi de la terre. Et c'est curieux, je trouvais qu'il y avait un cycle là, avec toi, hein, dans ton parcours. Oui, c'est vrai que je n'avais pas noté ce petit. On met encore un de mes délires, hein, faut pas. Mais non, mais c'est vrai que les enfants des rues de Bucarest, en fait, ils vivaient dans les canalisations d'eau chaude sous la terre, dans le ventre de la terre. En fait, ils n'avaient plus leurs parents, des orphelins qui se retrouvent effectivement dans le ventre de la terre. Mais tu as tout à fait raison. J'aime bien tes délires, ils sont bien. Bon, par contre, eux, ils n'ont pas eu malheureusement le même destin, puisque cette série, elle est en 2 temps. Mais c'est pas le lieu pour en parler, mais on voit bien, eux, ils ont eu une vie plus difficile que celle à laquelle nous destinent ces chamans. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez des... J'ai vu quelqu'un qui avait levé la main, là. Jean Voisin. Peut-il relever la main si tu le vois, tu me le dis. Ouais, je te le dis, moi je ne vois pas tout le monde non plus. Il y a un petit message qu'a laissé quelqu'un sur le chat, quelqu'un dont le pseudo est Rafart. Qui dit bonsoir Floraël, votre livre est juste sublime. Ça commence bien.
C'est une invitation à l'expérience. Je vous souhaite qu'il réussisse sa vie de livre et d'initiation au chamanisme. D'ailleurs, je ne m'y connais pas en chamanisme et je suis juste sensible à ce qui nous entoure au-delà de la vue. Et je reviens souvent à votre livre pour me sentir mieux quand j'en ai besoin et voir plus loin. Bref, bravo et merci pour ce partage et votre générosité. Un livre must-have indispensable. Apparemment, c'est quelqu'un qui a le livre. Merci. Donc, bon, là, on est parti haut quand même. Puis, haut et loin. Alors, je ne sais pas si on va réussir à redescendre, mais vous avez peut-être des questions. Ça peut être plus trivial. Ah oui, ça y est, j'ai vu une main se lever. Donc, on est chez Frédéric et Christine. Alors, il faut que tu reprennes la main sur ton micro. Parce que là, je t'avais coupé le micro. Il faut que tu réactives ton micro. Alors, ça marche? Ça marche? Oui, on t'entend. Merci. Alors, bonjour et merci beaucoup pour cette très, très belle visite dans l'invisible. Et moi, je voulais juste poser une question, c'est juste un renseignement. En fait, c'était pour savoir les textes, les très beaux textes, effectivement, que vous avez lus. C'est des textes que les chamans ont écrits pour vous, enfin, pour la circonstance, ou c'est des textes qui préexistent? Ouais, non, ils ont vraiment écrit pour. En fait, ils ont vraiment écrit pour le livre. Enfin, c'est moi qui leur ai demandé. J'aurais dit, voilà, je voudrais un texte pour la Terre. Voilà, c'était vraiment dirigé comme intention. Je l'ai dit vite fait pendant la conversation, mais parce que je sentais cette urgence qu'ils partagent leur message et surtout pour la Terre, parce qu'après, ils auraient pu parler de leur tradition, tu vois, j'aurais pu choisir de leur demander, de m'expliquer leur tradition en particulier, mais en fait, en leur demandant un texte pour la Terre, du coup, ça permettait que du coup, ça fasse que leur message soit amplifié par l'écho des autres, puisque chacun finalement va dire un peu la même chose, mais à sa façon. Et pour moi, du coup, j'avais l'impression comme d'une voix qui fait un écho, et qui s'amplifie comme ça. Ça donne de la force à leur message parce que quelque part, voilà, ils parlent tous de la Terre, mais c'est comme s'ils s'amplifiaient les uns les autres. Et en plus, je trouvais que leur façon d'en parler traduisait un petit peu leur tradition en même temps. Et puis, il y en a certains qui arrivent je veux dire, il y en a certains qui ont aussi réussi à parler un tout petit peu de leur tradition aussi dans ce court texte qu'ils écrivaient. Après, j'en ai mis quand même pas mal des textes, mais à un moment, je me suis dit, bon, peut-être que j'en ai mis trop, machin, mais en fait… Non, c'est très bien équilibré. C'est un livre qu'on peut lire, enfin, c'est pas on peut le lire de façon très rapide. Enfin, je veux dire, en se fixant uniquement sur les images, forcément, c'est plus rapide. Mais c'est aussi comme c'est pas un roman parce qu'il n'y a pas de fiction, mais c'est un livre qui peut t'accompagner pendant une semaine facilement en lisant petit à petit tous les textes. Non, il y en a pas. Moi, je trouve que c'est très bien équilibré. J'ai répondu à ta question. Il y a Corinne Delaunay. Bonjour Corinne. Alors, pareil, active ton micro et puis pose. Oui, moi j'avais une question, Flora. Tu as suivi un parcours chamanique, donc je suppose que tu continues de le suivre. Et tu as un tambour, tu as fabriqué ton tambour? Ah oui, j'aurais dû le prendre avec moi, tiens, pour vous le montrer. Voilà. Faire écouter son son là. Non, mais oui, en fait, c'est assez vite. Je me suis retrouvée en Arizona à faire une hutte de sudation. Je ne sais pas si tu connais. En fait, les huttes de sudation, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la tradition d'Amérique du Nord. En fait, c'est comme une hutte un petit peu construite avec des tiges d'arbres et puis ils recouvrent de couverture et en fait au milieu ils vont mettre des pierres qui ont été chauffées dans un feu sacré. Les pierres, c'est des grands-pères et les grands-mères justement qui vont chauffer dans le feu et après on les met au centre de la hutte et tout le monde est à l'intérieur de cette hutte serrée et là c'est le moment des prières, des guérisons. Et donc, j'avais reconstruit une hutte avec un chaman là-bas et sa femme. Et au fond du jardin, il y avait une petite armoire avec des tambours. Et il m'avait dit, ah ben là, regarde, on fabrique des tambours. Je dis, ah bon? Mais je n'avais pas du tout pensé avoir mon propre tambour.
je sais pas, en sortant de la hutte qui avait été très forte, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de Premières Nations en fait, d'Amérique du Nord. Et c'était une hutte très belle parce que ça avait été une hutte avec que des prières. En fait, tout le monde faisait des prières, donc que de bienveillance. Et c'était très beau. Et donc, je suis sortie, j'ai essayé un des tambours. Et c'est un tambour en peau de bison magnifique. Dès que j'ai tapé dessus, je me suis dit, bah, oui, il faut que je le garde, ce tambour. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui a voulu l'essayer. Je lui ai dit non, non, je le garde. Et puis, je suis revenue avec. Et en fait, c'est vrai que de taper sur son tambour, c'est pas un truc. C'est de comprendre comment ça marche, quoi. Et en fait, voilà, au début, je tape dessus, puis je me dis, ah, mais non, mais ça me fait mal au bras et tout. Puis en fait, je vais aux cérémonies avec, et puis je me rends compte qu'il y a un moment, tu lâches prise, en fait, et tu te laisses traverser par l'énergie, en fait. Tu te laisses traverser par l'énergie, et en fait, tu peux taper sur ton tambour pendant des heures, et puis se rendre compte qu'il y a un chant qui peut venir. Et voilà, et en fait, et aujourd'hui, je fais des voyages au tambour, même pour les gens. En fait, je fais des soins individuels, je fais des voyages au tambour pour les gens, et tout ça. En fait, Et est-ce que tu t'es connectée avec Corinne Sombrin? Parce qu'elle fait plein d'expériences justement neurologiques avec des grands pontes. Elle est en train de travailler la transe au niveau des hôpitaux. ouais, Est-ce oui, que oui, c'est quelque chose? Oui. ouais, non, c'est passionnant le travail qu'elle fait, c'est vraiment magnifique. Oui. Corinne Sombrin, c'est incroyable le travail qu'elle est en train de mener, parce que justement, effectivement, elle fait connaître aux neuroscientifiques quel est l'effet de la transe en fait, sur le cerveau. Ils voient des échos avec les schizophrènes. Enfin, bref, c'est très, très intéressant et vraiment, c'est passionnant. Et en fait, elle est assez... j'ai failli connecter à un moment, et puis en fait, ça ne s'est pas fait. Donc, pour l'instant, voilà, peut-être qu'il y a un jour où je vais réussir au final, mais j'aimerais beaucoup la rencontrer, ce serait chouette. Ça. Bon, bah, viens à Marseille. Allez, du côté de Marseille. Merci, c'est passionnant. Et c'est vrai que bah, Eric, il connaît les huttes de sudation. Il pourrait en parler. Hein. T'en as fait une, t'en as pratiqué une. Il veut pas Oui, le dire. alors, c'est vrai. Mais moi j'ai une relation, enfin, je ne suis pas du tout dans le chamanisme, mais effectivement, lors d'un reportage, mais moi, je n'avais pas du tout ta position comme ça, vécue de l'intérieur. Je suis quelqu'un de très sceptique de nature, mais je me suis retrouvé dans une hutte de sudation à parler à ma grand-mère, figure-toi. Ouais. Ils ont réussi à me faire parler à ma grand-mère, qui parlait déjà pas beaucoup de son vivant, donc ça a été assez difficile. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Pierre. Moi, j'ai une question, Florel. Salut, Florel. J'ai une question sur les costumes, en fait, des chamans, qui sont tous absolument incroyables, très, très sophistiqués. Donc, je voulais savoir si c'était des costumes qui étaient utilisés pendant les séances de pratique chamanique, ou c'est des costumes récents qui ont été, on pourrait dire, améliorés esthétiquement durant le XXe siècle, de manière très, très élaborée. Parce que c'est vrai que quand on voit des photographies de chamans du 19e, 18e qui ont été photographiés, habituellement, les costumes sont beaucoup plus simples. Donc là, ça m'a fait penser un peu aux costumes lors des powwows en Amérique du Nord, aux États-Unis, où ils ont des costumes absolument incroyables, comme des costumes d'apparat. Oui, oui, oui. Alors, je peux répondre, enfin, je ne sais pas si je peux répondre complètement à ta question. En tout cas, je sais que là, c'est vraiment des costumes de cérémonie, puisque là, ils venaient au festival et là, ils sortaient, en fait. Enfin, quand je les ai pris en photo, ils allaient d'une cérémonie à l'autre. En fait, je les prenais entre deux cérémonies. Donc là, ils étaient habillés pour leur cérémonie. Et en fait, je sais que pour avoir demandé à certains ce qu'était leur costume, en fait, c'est très pensé, puisque en fait, ce sont des éléments de protection. En fait, leurs costumes sont des éléments de protection pour aller dans le monde invisible, parce que le monde invisible, justement, ils peuvent rencontrer des énergies négatives, des choses vraiment dangereuses, on va dire. Et du coup, ils ont plein de protections. Donc, les chamans mongols, par exemple, ils ont
les serpents, ils masquent leur visage pour qu'on ne les reconnaisse pas dans le monde invisible, etc. Après, tu as le Mexicain, il y a plein de dessins, de peintures. Lui, c'est de la peinture, c'est l'eau en lien avec toute cette tradition. Mais ça remonte loin parce que c'est par rapport à la tradition ancestrale de leur dieu créateur, de toute leur mythologie, etc. Donc, souvent, quand même, leur costume est relié à leur tradition ancestrale. Donc, après, qu'ils étaient améliorés parce que il y a plus de richesse aujourd'hui, etc., peut-être. Mais en tout cas, quand tu leur demandes, chaque détail a un sens, en fait. Tout est pensé exactement. Chaque objet, chaque détail a une signification, une protection. Donc, en fait, ce qui leur sort quand même, c'est un côté esthétique. Il y a vraiment une beauté, en fait, du costume qui le recouvre entièrement. Donc, il y a vraiment une esthétique, il y a une espèce d'harmonie visuelle, d'esthétique très, très sophistiquée, en fait. Ça, c'est assez frappant. Oui, mais les chamans, en fait, on dit qu'ils sont artistes, guérisseurs, thérapeutes. Enfin, tu vois, ils ont cet aspect d'artiste, en fait. Ils ont vraiment un côté artistique très fort, parce qu'entre la danse, le chant, les costumes, enfin, tu vois, il y en a plein qui peignent. Enfin, voilà, ce sont des artistes aussi, les chamans. Donc, c'est pour ça, sans doute, que tu vois cette beauté, ce sens de l'esthétique qui ressort. Et j'ai une autre question, en fait, concernant la limite de ce qu'on peut montrer, parce que comme il s'agit d'un monde invisible et sacré, d'une certaine façon, je pensais aux peintures, par exemple, des Navarros qui faisaient comme les mandalas, leur peinture. On ne peut pas montrer aux non-initiés certaines choses. Donc, il y a des éléments, en fait, qui peuvent pas ou qui ne doivent pas être montrés de manière à un public comme ça. Toi, tu les as fait. Alors, ces photographies, elles sont hors cérémonie chamanique. Mais est-ce que c'est une question qui se pose pour les photographes de savoir ce qui est photographiable et ce qu'on doit montrer avec leur accord et ce qu'on ne doit pas montrer, en fait? En fait, dans le... je sais que, par exemple, là, le chaman que je suis là pour les rituels, par exemple, il va me laisser photographier, donc c'est ça qui est assez étonnant. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est plus par ce qui ne doit pas être dit. Parce que bon, peut-être que dans les Navarros, tu dis qu'il y a certains dessins qui ne peuvent pas être montrés. Alors, de toute façon, tu le sais assez vite. Hein, c'est des choses que tu ne dois pas montrer. Ils t'empêchent de faire les photos, ça c'est clair. Mais souvent, dans le chamanisme, par exemple, dans les voyages que tu peux faire, etc., on dit ne raconte pas, ne divulgue pas. En fait, les choses ne sont pas... tu ne peux pas tout dire. Alors moi, je sais que par exemple, pour mon journal intime, j'avais fait lire un chaman et il m'avait dit là, fais attention à ne pas dire ça, pas dire ça. Bon, il y en a même un qui m'a dit tu n'aurais pas dû faire de journal intime parce que c'est ton trésor intérieur, il ne faut pas en parler, c'est de divulguer tout ça. Et après, je sais que j'ai fait attention à certaines choses à ne pas dire exactement. Mon animal totem, par exemple, je n'ai pas dit ce que c'était. Il y a des petites choses comme ça, c'est des petits détails, tu vois, mais effectivement, souvent, je suis un autre chaman où je vais régulièrement dans ces cérémonies, il dit toujours tout ce que vous avez vécu, traversé, ne le racontez pas, en fait. Oui, d'ailleurs. Donc, il faut, Pardon, donc il faut respecter, en fait, cette loi-là, quoi. Ouais, oui. Sinon, de toute façon, dans ton livre, on voit bien dans ton livre que en fait, tu racontes à la fois ton expérience et tu en fais une expérience photographique. Hein, enfin, le début à 7 avec ces images comme un peu hallucinées. Excuse-moi, ça ne correspond pas à ton vocabulaire, mais voilà, des images comme ça avec presque de vision. Puis à la dernière série à la fin où tu te mets en scène,
dans la nature. Ça, c'est ton expérience. Et puis, il y a cette dimension où tu es face à face avec les chamans. Et jamais, en fait, on sent un grand respect par rapport à l'expérience chamanique. Et effectivement, tu ne vas jamais photographier ce qui n'est pas photographiable, ce qui est de l'ordre qui doit rester invisible finalement, qui ne doit pas être montré, je ne sais pas comment dire. Après, c'est là ce qui me vient, c'est de dire, en fait, ces carnets intimes, là, ces 4 séries, en fait, le photographe, l'artiste photographe, il va, de toute façon, il va révéler l'intérieur de lui en photographiant, en fait, en photographiant, on révèle aux autres notre intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand tu es photographe et que tu vas faire une série poétique ou de telle ou telle façon, c'est ton âme qui parle, qui va s'exprimer sur ces images. Donc, de toute façon, tu révèles quelque chose de l'ordre de très intime, en fait, quand tu fais des photographies. Ouais. Mais parce que, en fait, ce que tu révèles et ce que l'autre va percevoir, c'est parce que, en fait, l'autre peut le percevoir parce qu'il a la même chose à l'intérieur de lui. Donc, c'est une espèce de communication des intimes. Donc là, il n'y a plus d'interdit, en fait. C'est juste qu'on partage quelque chose d'intime, mais c'est parce que en face, il y a l'intime de l'autre qui va recevoir, répondre. Mais en fait, ce que je pense à un travail d'une photographe. Là, j'avais vu une expo à la Fondation Cartier, Claudia Andourard, qui a travaillé sur les Yanomami. Et en fait, c'est assez intéressant parce que tu vois que la photographie, finalement, capte ce que la lumière révèle. C'est les photos qui rebondissent sur la matière et qui insolent ton film ou ton capteur. Mais voilà, c'est une fréquence de lumière qui vient rebondir sur de la matière, en fait. Et toi, tu captes ça. Et tu vois, je ne sais pas si Florelle, tu as vu son travail à la Fondation. En fait, ce qui était intéressant, c'est que toutes les séries, elle a photographié les séries chamaniques, mais c'est le propre de la photographie. La photographie peut capter que ce que la lumière renvoie, mais la partie de l'invisible reste mystérieuse d'une certaine façon. Et elle a en fait, elle a traduit ça d'une manière artistique et poétique avec sa propre écriture photographique, en utilisant le flash, le mouvement, la couleur, comme toi, tu as utilisé la couleur aussi, d'une certaine façon. Donc, c'est une espèce de transcription magique, photographique, du réel, qui était une cérémonie chamanique. Donc, effectivement, il y a bien des choses qu'on ne peut pas retranscrire en photographie, quoi. Mais on peut, d'un point de vue poétique ou je ne sais pas, on peut donner à ressentir des choses. Ouais. Contrairement, par exemple, au son, où le son, tu entends effectivement la voix de quelqu'un parler, où il n'y a pas de filtre, et tu perçois directement en fait, les ondes sonores. En photographie, c'est… En tout cas, ce qui me plaît, ce qui pour l'instant relie le contenu de cette conférence avec la précédente, c'est que c'est le travail d'un photographe qui est totalement englobé dans sa vie, quoi. Dans sa vie, dans son mode de vie. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient présents, de Rodrigo Gómez Rovira, son livre, qui parlait aussi de lui. D'ailleurs, j'en profite, si jamais vous voulez voir ou revoir, c'est sur YouTube, et comme sera la conférence actuelle avec Florelle. Mais voilà, moi je suis très touché par l'implication en fait de la photographe dans sa série, dans son travail sur 10 ans. Je trouve ça incroyable. Alors, parallèlement à notre conversation orale, il y a un autre débat qui s'est mis en place sur le chat. Alors, c'est intéressant, ça commence à être un peu long à lire, mais il y a un débat beaucoup plus pointu. Hein. Là, moi, je me trouve, là, je me sens pas du tout préparé, mais il y a des citations, on nous emmène donc je vous invite à aller voir hein, dans
dans le chat, il y a d'autres, il y a des références bibliographiques, n'est-ce pas? Il nous reste à peu près 10-15 minutes, même si en fait, il n'y a pas vraiment de limite, mais voilà, j'aime à dire que ça dure autour de 2 heures, mais si ça doit durer plus longtemps, ça durera plus longtemps. Mais peut-être, sauf s'il y a encore des questions, mais peut-être que c'est le moment pour Flora elle. Il y a un petit rituel, c'est celui de présenter tu te souviens, Florel? Oui, 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 tout à fait. Oui, Présenter le travail d'un ou d'une photographe qui nous alors, demande d'être découvert. Le présenter, je ne pensais pas que ça allait jusque-là, mais enfin, je veux dire, non, mais en parler, oui. Lance-le. Évidemment, on ne va pas se lancer dans une grande présentation, mais si tu veux bien. Ouais, non, c'est juste que j'avais pensé parler un tout petit peu de Marine Lanier. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le travail de Marine Lanier. Tu peux l'écrire dans le chat. Ouais. Attends, hop. Attends, parce que ah non, j'ai mis en privé. Zut, attends, non, c'est pas ça. Comment je fais? Sinon, attends, je vais l'écrire. C'est bon, tout le monde, voilà. Voilà, Marine. Oui, voilà, c'est juste que c'est une photographe un tout petit peu plus jeune que moi, je pense, et elle a participé à la marche Azimut là, avec Tendance Flow, elle était invitée. Et voilà, en fait, je pense que elle me touche parce que il y a quelque chose d'assez organique dans ses photographies. Elle est très proche de la nature, elle a une espèce de rapport avec la nature très organique. Ouais. Et vraiment, elle prend les pierres, les arbres, mais les êtres humains sont toujours plongés dans cette nature, ils disparaissent à moitié, c'est toujours assez mystérieux, une espèce de silence aussi dans ces images. Et puis oui, enfin, je sais pas, la lumière déjà est super importante dans son travail. Et j'ai mis le lien si vous voulez aller voir son site internet, maintenant ou plus tard. Il y a vraiment des, comment dire, il y a des éblouissements, il y a des clairs-obscurs, il y a des choses très sombres. Enfin, voilà. Et puis, c'est toujours assez mystérieux. C'est comme un peu des énigmes. On a toujours ces images, j'ai l'impression, un petit peu. Enfin, mais ça fait une sensation, je ne sais pas comment dire, c'est très poétique. Et puis, elle est très simple et elle écrit merveilleusement bien aussi. Là, elle avait fait une expo. Alors, je ne vais pas retrouver où, mais en fait, si, c'est à côté de Châlons. Attends, non, je confonds. Attends. Clermont, mais pas Clermont-sur-Oise. Oui, c'est possible. Oui. Au nord de Paris, ouais, voilà, elle faisait une expo. Beauvais, voilà, Beauvais, c'est merveilleux. Beauvais. Et c'était des contrebandiers et elle avait fait un texte à côté, mais je trouvais ça magnifique comment elle écrit. Et puis aussi pour Azimut, elle avait très bien écrit aussi. Je ne sais pas quoi dire d'autre, mais voilà, je vous encourage à aller découvrir son travail parce que vraiment, moi, ça me touche beaucoup. Ça parle à l'âme et il y a quelque chose. Et puis, en plus, c'est drôle parce qu'elle habite dans la Drôme et moi, je viens de déménager dans la Drôme. Et donc, je me suis rapprochée d'elle sans le vouloir, mais il y a un truc, oui, le fait elle est d'ici, en fait, elle est de la Drôme et donc j'ai l'impression que ça l'habite en elle vraiment ce contact avec la nature très proche, le soleil, l'eau, le feu, les arbres, tout quoi. Tu sens qu'elle est reliée, connectée à tout ça vraiment et ça se traduit dans son travail. Et elle qui a grandi dans la nature, je pense, alors que moi je suis une Parisienne, je suis restée 45 ans à Paris. Et voilà, d'aller rencontrer le chamanisme, pour moi, ça a été aller me reconnecter à tout ça, alors qu'elle, voilà, ça l'habite de l'intérieur parce qu'elle a grandi ici. Et du coup, j'ai l'impression que voilà, ça ressort dans ses images. Et voilà, c'est ce que je ressens dans son travail. Donc, je vous encourage à aller découvrir son travail. On va aller voir ça. Il y a quelqu'un qui a manifesté l'envie de poser une question. Il y a un chat qui veut parler. Oui, il y a un chat qui veut parler déjà.
Je vous propose de terminer les 5 dernières minutes. Moi, voilà, je vais me servir un verre que je vais offrir à la santé de… Je ne sais pas si c'est très chamanique, hein, mais j'ai vu qu'il y avait déjà parmi nous quelqu'un qui avait ouvert, ouvert une bouteille de vin et coupé quelques lamelles de saucisson. Donc, alors, à ta santé, Floraël. Si vous avez encore des questions, il y a un dénommé PM qui voulait poser une question. Alors, je n'ai pas son image, mais peut-être il peut activer, il ou elle peut activer son micro et s'exprimer. Mais peut-être qu'il n'entend pas ce que je dis. En tout cas, profitez-en si vous avez des mots d'amour et de paix à dire à Floraël, c'est le moment. J'en profite pour remercier Patricia Lecomte, qui est présente, pour m'avoir chuchoté dans l'oreille le livre Chaman Lumière. Donc, elle est là, salut Patricia. Flore. Je l'ai vu, moi j'ai vu ton livre à Oulgat, je sais pas si tu te rappelles. On était tous ensemble à Oulgat et en fait, quand je t'ai vu, j'ai eu souvenir d'une conversation sur une péniche à je sais plus quelle heure de la nuit, je sais pas, il y a pas mal d'années, où tu me disais à la Flore, parce que quand même, à la Flore à elle, parce que tu es quand même une super nénette quand même. Et où tu me disais, ouais, moi en ce moment, je fais des expériences chamaniques. Et moi, je te regardais avec des yeux comme ça, et je me disais, oh, cette Flore à elle, quand même, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, pas mal d'années après, je retrouve ce livre hyper construit, en fait, comme j'aime, avec des choses qui s'entrecroisent, formidable, quoi. Et je t'avoue que j'étais sciée par ce projet, j'ai trouvé ça merveilleux. J'étais très heureuse de voir ton livre. Enfin, je te l'ai dit, je crois, ce jour-là. Mais c'est vrai que me revient toujours ce moment sur cette péniche. Je ne sais plus, c'était une fête, je ne sais plus où. Et je me disais, oh là là, Flore, mais qu'est-ce qu'elle va… Parce que tu as toujours des idées, tu es une femme entière et tu as toujours des idées comme ça, incroyables. Et je me disais, waouh. Mais ça va l'amener où? Et ça t'a mené à ça, et c'est formidable, voilà. Et donc c'est vrai que j'ai donné l'idée. Enfin, l'autre jour, Eric, je lui dis, ah mais tu devrais voir Florelle, parce qu'elle a un super livre, c'est magnifique. Et c'est vrai que j'adore cette idée d'avoir plusieurs croisements de travaux, plusieurs types de travaux qui s'entrecroisent. Je trouve ça vraiment très très fort, et une écriture qui est bien ancrée dans notre présent aussi. Donc voilà, donc bravo Flore, voilà. Merci beaucoup. Écoute, tu as trouvé le mot de la fin, Patricia. Moi, bravo, hein, je t'applaudis. On n'est pas dans une salle, mais… On applaudit Florelle, ouais, bravo Flore, merci à toi, en tout cas. Formidable. Moi, Floraël, si j'ai un petit moment, je voulais te féliciter et remercier Eric pour ce bon moment. Je me suis régalée. Moi, j'ai le livre en 2 exemplaires. J'en ai une copie au Maghreb et une copie au Canada. Et je passe pas une semaine sans mettre mon nez dedans. J'ai passé un très bon moment avec vous tous, et je suis très, très, très heureuse de ce que tu as partagé, de ce que tu as vécu. Tu sais, comme je suis proche des autochtones de l'Amérique du Nord, où je vis depuis 48 ans, et j'ai travaillé avec le grand-père Commanda, et tout ce que tu as dit m'a beaucoup touchée. Je te remercie beaucoup. Écoutez, on va rester sur ces mots magnifiques. Floraël, je te remercie 1000 fois, vraiment, d'être venue, d'avoir accepté aussi facilement, d'avoir partagé tout ce travail, cette expérience. C'est hyper fort. Et puis, je vous donne rendez-vous dans un mois pour une autre… Et bravo aussi, Eric, pour cette initiative qui est super. Bravo, Eric. Ouais. Bravo, Eric. C'est trop bien. Merci. Continue à nous faire voyager, là. Merci beaucoup. Donc, on se revoit dans le mois prochain pour une autre aventure. Ouais. Allez, et puis bonne soirée, bon week-end, prenez soin de vous. Salut, salut. Et on vous aime tous. Ciao. Allez.